Formule 1, un mot magique pour évoquer un monde mystérieux, celui de la compétition automobile à son plus haut degré. Un monde fermé, réservé aux professionnels qui le servent, mais qui s'offre en spectacle aux quatre coins de la planète. Au premier coup d'œil, pas grand-chose ne paraît différencier un moteur de Formule 1 de celui d'une puissante voiture. Moteur atmosphérique à 8, 10 ou 12 cylindres, soupape, piston, arbre à cames, le vocabulaire est pareil, mais la comparaison s'arrête là. Car derrière se cache tout ce que l'on peut imaginer en matière de recherche et d'application technique soumise à une double contrainte obsessionnelle, celle de la performance optimale et du gain de poids. Chaque élément du moteur V10 RS3 de 3,5 litres de Renault fait l'objet d'un développement permanent dans cet univers de haute technologie et de recherche. Construit essentiellement en aluminium, il accuse un poids de 135 kg, peut développer plus de 700 chevaux à un régime atteignant les 14 000 tours minute. L'application des solutions expérimentées en course n'est plus aussi directe et spectaculaire qu'à l'époque où l'on transposait sur le marché l'injection directe, les freins à disque ou les ceintures de sécurité. Aujourd'hui, on s'exprime en termes d'alliage, de gestion électronique, de molécules, de matériaux composites, de distribution pneumatique, de mélange gommeux. C'est ici, à Viry-Châtillon, que sont assemblés dans la plus grande discrétion les 10 moteurs qui, à chaque Grand Prix, seront affectés aux essais qualificatifs ou à la course et qui équiperont les 3 voitures, dont celle de réserve. Nous sommes aux limites de l'utilisation de tous les matériaux. Notre gamme de régime moteur n'a rien à voir avec celle qui est pratiquée sur les moteurs de série pour des raisons de fiabilité, parce que les cahiers des charges ne sont pas les mêmes finalement. Un moteur de Formule 1, ce qu'on lui demande, c'est d'être capable de faire 400 km en tirant le maximum de chevaux possible, alors qu'au contraire, un moteur de série doit être capable de faire 150 000 ou 200 000 km sans le moindre problème, avec un niveau de puissance, de performance suffisant. Le banc d'essai auquel est soumis chaque moteur est une sorte de salle d'examen dans laquelle tout est poussé à l'extrême. L'étude de fonctionnement porte aussi bien sur les moteurs dits de qualification, appelés à fournir le maximum sur un seul tour, qu'en fiabilité, lorsqu'il s'agit de tenir le temps d'une course. Pour un gain infime de poids, mais surtout avec le double avantage d'une meilleure souplesse dans l'utilisation des régimes et d'une fiabilité accrue par l'abandon de ressorts délicats parce que constamment sollicités, une des particularités de ce moteur réside dans l'utilisation d'un rappel de distribution pneumatique. Le ressort de soupape est remplacé par de l'air compressé. Cependant, toutes ces précautions ne mettent personne à l'abri d'une défaillance. Et il arrive que ces efforts partent en fumée. Pour être en mesure de faire la différence, le pilote doit bien sûr disposer d'un matériel performant, d'un poids minimum de 500 kg. Il lui faudra aussi un ensemble châssis, moteur, pneumatique parfaitement harmonisé. Car si l'unique priorité revient au moteur autour duquel le bolide est conçu, seule la puissance maximale et les qualités globales de l'ensemble permettront au pilote de prétendre à la victoire.
Encore faudra-t-il trouver les bons réglages. La distance d'un Grand Prix de Formule 1 est d'un peu plus de 300 km, ce qui, multiplié par 16 épreuves, représente un total de près de 5000 km de course par année. Un chiffre qu'il faut en tout cas tripler, voire quintupler, au décompte des distances parcourues en essais officiels et privés. Ces longues séances d'essais donnent parfois l'impression de ne pas apporter grand-chose. Erreur. La nature de ces tests n'est en principe jamais dévoilée. Aussi, seuls subsistent ces gestes et manipulations sans cesse répétés ou ces attentes parfois interminables. À chaque fois que la voiture est immobilisée à son stand, le comportement du seul châssis est étudié grâce à cet ordinateur de bord, sorte de boîte noire, qui, en piste, recueille toutes les informations souhaitées. Un procédé qui n'est pas à la portée des budgets de toutes les équipes. Ces données sont restituées au moyen d'une disquette, une par voiture bien entendu. Les paramètres relatifs au comportement de la voiture sont ainsi reproduits sur écran et permettent d'accélérer les réglages de mise au point. Chaque équipe procède de la sorte, directement dans le stand ou dans les imposants camions ateliers qui colorent l'envers du décor. Élément essentiel encore, les pneumatiques fournis par deux manufacturiers qui emmènent chacun environ 2000 pneus par week-end de course. Conçus pour chaque circuit, les mélanges gommeux sont de types différents, allant de la gomme dure à l'extra tendre, utilisée en qualification et dont l'adhérence optimale ne dure pas plus d'un tour à plein régime, soit 4 à 7 km. Pour la course, le pilote choisit librement la combinaison de pneus qu'il utilisera. Le fond de la voiture doit être parfaitement plat, comme le prescrit le règlement. Construit en fibre de carbone, il se situe tellement bas qu'il lui arrive fréquemment de frotter le revêtement de la piste dès que celle-ci est un peu bosselée. D'où ces impressionnantes étincelles qui sont projetées dans les airs à pleine vitesse, mais qui ne présentent aucun danger. Tout au plus quelques désagréments pour le pilote roulant dans le sillage immédiat. Difficile lorsque l'on met un châssis à nu et que l'on travaille en concurrence directe et immédiate, sous des yeux et des objectifs indiscrets, de préserver certains secrets de conception et de fonctionnement. D'où cette forme d'espionnage permanent et réciproque. Nous observons plutôt sur le plan technique. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Comme nous travaillons à peu près tous sur la même chose en même temps, quelquefois des modifications d'apparence du moteur, de comportement, nous indiquent sur les difficultés que peuvent rencontrer nos concurrents ou la façon dont ils ont résolu un problème. Bon, je crois qu'au-delà de ces observations, il n'y a rien de plus méchant. On dit par exemple que vous avez des instruments qui permettent à tout le monde de savoir exactement à quel régime tournent les moteurs de vos concurrents. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, je dirais que ça fait partie des moyens techniques dont tout le monde dispose de façon assez simple pour savoir un peu où en sont les concurrents, enfin savoir où en sont les uns et les autres. Il s'agit simplement d'enregistrer au bout de ligne droite le niveau sonore des moteurs, connaissant le nombre de cylindres, par un dépouillement acoustique approprié, on arrive parfaitement à savoir à quel régime tournent les moteurs de nos concurrents. Et je crois que ça, tous les motoristes le font. Ça veut dire que finalement, tous les motoristes savent exactement où en sont les autres, leurs concurrents en matière de régime. Depuis quelques années, l'électronique, par son développement constant, a pris une part prépondérante dans l'évolution des moteurs également, dont le comportement est programmé, géré et modifié à volonté par ordinateur.
En 14 ans et plus de 220 Grands Prix, le pilote italien Riccardo Patrese a tout vécu de cette formidable évolution. Penso che un pilota, soprattutto se è sempre stato nel mondo della Formula 1, o perlomeno per molti anni. Je dirais que le pilote, qui, comme c'est le cas pour moi, vit depuis très longtemps dans le monde de la Formule 1, a dû s'adapter continuellement à cette évolution progressive et aux nouveaux paramètres perçus par l'électronique. Il a fallu peu à peu en comprendre les fonctionnements, puis s'habituer à l'utiliser, à travailler avec ces nouveaux éléments, même si parfois il ne faisait que confirmer des sensations éprouvées en pilotant. Peut-on affirmer que le pilote de Formule 1 est aujourd'hui devenu l'égal des ingénieurs? Credo che si possa dire la stessa cosa, almeno nel mio caso non posso definirmi un ingegnere perché non, je ne pense pas que l'on puisse aller jusque-là, car même si je comprends bien des choses, je serais incapable de faire leurs calculs ou d'expliquer exactement comment fonctionnent certains éléments. Le plus important pour moi est de bien assimiler les possibilités offertes par toute cette technologie afin de pouvoir l'utiliser au mieux. Mais il n'est pas nécessaire d'être un ingénieur pour cela. Les moteurs de Formule 1 ne s'abreuvent plus à l'essence ordinaire comme c'était le cas il y a encore quelques années. Bien que sévèrement réglementé et régulièrement contrôlé, le carburant a pris une importance toute particulière qui peut même être déterminante au niveau de la performance globale, à tel point que l'on ne parle plus d'essence, mais bien de produits de synthèse. Le carburant, aujourd'hui, est l'élément indispensable pour que le moteur puisse évoluer techniquement. Parce qu'aujourd'hui, les facteurs limitatifs que le motoriste peut trouver en ce qui concerne l'augmentation des régimes ou des puissances, c'est souvent le carburant qui en est la cause. Donc c'est à nous, pétroliers, de proposer des solutions originales pour dépasser ces insuffisances. Les Formule 1 sont gourmandes. Elles consomment plus de 60 litres au 100 km d'un carburant très spécial. Associé dès le début à la conception même du moteur, dont il doit connaître toutes les performances, le pétrolier recherche dans un laboratoire particulier le mélange qui va permettre d'en optimaliser le fonctionnement. L'analyse des effets de chaque solution sur les divers éléments du moteur revêt une importance primordiale, telle par exemple le contrôle des dépôts de combustion. Quant à l'auscultation durant le fonctionnement, elle est possible au banc d'essai avec l'utilisation du rayon laser. Pour mieux traquer la performance des molécules, le pétrolier fait largement appel à la chimie. Rappelons que ce moteur tourne à un régime maximum de 14 000 tours minute, ce qui limite considérablement le temps de combustion du carburant. D'où l'utilisation de chromatographes et de spectromètres de masse pour déterminer la composition de ces mélanges à la molécule près. Des mélanges qui peuvent entraîner des variations de puissance allant jusqu'à 50 chevaux et plus. On comprend dès lors mieux la discrétion entourant le travail des pétroliers qui éprouvent parfois bien des difficultés à préserver leurs secrets. C'est ainsi qu'en juillet dernier, disparut mystérieusement un bidon contenant du produit de synthèse. Ceci lors d'essais effectués en Angleterre. Les moteurs de Formule 1 tournant de plus en plus vite, il est clair qu'à 14 000 tours, le temps pour brûler est 2,5 fois plus faible que sur un moteur de série. Et donc il faut choisir les molécules qui ont les vitesses de combustion les plus élevées pour que le rendement soit à la hauteur, donc la puissance. On arrive maintenant à un degré de sophistication tel qu'on a des essences adaptées à chaque circuit ou voire à chaque condition météorologique. Presque. C'est pour... en fait, par cette optimisation, c'est quelques pourcents supplémentaires qu'on peut gagner effectivement. De combien de types de mélanges différents disposez-vous? Et bien sûr, sur certains Grands Prix, on amène 2 carburants course et 2 carburants qualification.
Et on choisira, en fonction des essais du vendredi matin et du samedi matin, le meilleur carburant qualif et le meilleur carburant course. Est-ce que l'on peut chiffrer l'apport de puissance que cela peut représenter en chevaux, par exemple, sur le moteur d'une Formule 1? Alors, je n'aime pas bien chiffrer ni en pourcentage ni en chevaux. Il est clair que entre les différents carburants que nous avons, cela se traduit par plusieurs dixièmes de seconde de différence. On sait qu'au châssis est associé un ordinateur. Au moteur se greffe dorénavant un type d'auscultation nouveau qui, depuis 3 ans, est devenu une composante indispensable à la réussite en Formule 1. Seules les grandes écuries, aux moyens presque sans limite, peuvent s'offrir ce luxe nécessaire. Conséquence de l'évolution de l'informatique et des télécommunications, la télémétrie, car c'est d'elle qu'il s'agit, a révolutionné le mode d'investigation des moteurs qui sont dorénavant placés sous surveillance permanente pendant leur fonctionnement. Les informations recueillies sont de tous ordres et peuvent concerner simultanément plus de 60 paramètres. Les contraintes des circuits sur les châssis et les moteurs sont constantes. Elles sont aussi variables dans la mesure où chaque tracé se différencie de tous les autres. D'où l'importance des enseignements recueillis en permanence sur le fonctionnement spécifique des groupes propulseurs. L'information est acheminée de façon ponctuelle par réseau hertzien à chaque tour. La voiture est équipée d'une antenne qui, au passage d'une balise et par un système de captation, déverse instantanément sur les écrans des ingénieurs, à 300 km/h, les données enregistrées durant le tour de piste. La télémétrie, c'est une technique qui nous permet à nous, techniciens qui sommes dans les stands, de savoir ce qui se passe d'un point de vue fonctionnement du moteur sur la voiture du pilote qui, lui, évolue sur le circuit. Est-ce que c'est une information que vous avez en permanence pendant que le moteur tourne, que la voiture tourne? C'est une information que l'on a à chaque fois que le pilote passe devant les stands. C'est-à-dire qu'on peut imager un petit peu en disant qu'il y a une boîte noire qui est embarquée dans la voiture, qui enregistre pendant toute la durée d'un tour des paramètres de fonctionnement, que ce soit déjà en vitesse moteur, position de la pédale de l'accélérateur, température d'eau, nombreuses températures, et qui, lorsque la voiture va passer devant les stands, à l'aide d'un système de transmission, va décharger toutes ces informations et nous les transmettre pour de nouveau recommencer à enregistrer ce qui va se passer dans le tour suivant. Mais alors, quelle est l'utilité d'avoir ces informations de façon continue et immédiate et non pas à la fin des essais ou lorsque le pilote rentre à son stand? Alors l'information est double. On peut distinguer 2 cas de figure. Le cas de figure avec dysfonctionnement du moteur, le cas de figure avec fonctionnement normal du moteur. S'il y a dysfonctionnement du moteur, cet outil nous permet de corréler les informations du pilote avec ce que l'on peut observer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'apercevoir par exemple que c'est l'indication de l'ouverture de l'accélérateur qui n'est pas bonne par exemple. Bon. Et le pilote, lui, va le sentir dans un fonctionnement désagréable de son moteur. Et nous, on va pouvoir, d'une façon très rapide, localiser le défaut, grâce justement à ces informations. Ça, on peut dire que c'est le cas aide au diagnostic. Vous pouvez, je pense, alors informer le pilote par radio de l'éventuel dysfonctionnement et lui demander d'apporter des corrections, comme par exemple des corrections dans le mélange. Alors oui, alors ça c'est ce que l'on peut, c'est ce que je mettrais dans la deuxième facette, c'est-à-dire optimisation du matériel qui est à sa disposition. C'est-à-dire que, d'une façon générale, le pilote ne peut pas par lui-même réparer un dysfonctionnement. Ça c'est notre affaire et c'est lorsque la voiture est immobilisée qu'on va le faire. Par contre, là où l'on peut piloter le pilote, en course notamment, c'est sur la façon par exemple de gérer son essence. C'est-à-dire qu'on est informé à chaque passage de la voiture devant les stands de l'essence qu'il a consommée, donc a fortiori de celle qui lui reste à consommer, compte tenu de ce que l'on a mis dans le réservoir par exemple. Et on peut influer sur son tableau de marche à travers un panneautage, lui montrer d'utiliser le moteur de telle façon, de l'enrichir ou de l'appauvrir, absolument, on peut faire ces choses-là. Samedi, 13h. Mansell entre en scène pour les derniers essais qualificatifs. Il s'agit ici d'être le plus rapide possible sur un seul tour. Le travail semble plus concerté. À partir de maintenant, c'est l'ensemble qui va s'exprimer à travers le pilote.
Installé dans le cockpit de son bolide, Ricardo Patrese, lui, suit sur écran l'évolution et surtout les positions de ses adversaires. Car le temps s'érige en juge suprême, saisi au millième de seconde par les techniciens de Longines, au moyen d'un système triplement assuré, infaillible, puis géré et distribué instantanément, informatique. La tension monte, l'inquiétude se lit sur les visages. L'attente engendre le doute. C'est long, 1 minute 20, même à 250 km/h de moyenne. Enfin, le verdict du chronomètre, rassurant. Le doute n'était qu'une angoisse. La Williams-Renault partira en première ligne. De retour au stand, le pilote traduit parfois avec véhémence les sensations qu'il a ressenties durant ce tour effectué à la limite absolue de ses possibilités et de celles de sa machine. Samedi, 14 h. Dans 24 heures, c'est la course. Contrôle, vérification, démontage, auscultation, tout est à nouveau passé au crible. Telle ici l'analyse des huiles dont un échantillon est prélevé qui, grossi 100 000 fois par un microscope électronique, révélera les infimes traces d'usure. Mais déjà, tous les efforts se concentrent sur la course. Le moteur a été changé, qui devra tenir 300 km. Le châssis est remonté, le pilote a choisi ses pneus. Gonflés à une pression de 1,2 bar à l'avant et 1,1 à l'arrière, les mélanges gommeux procurent l'adhérence idéale à une température de 100 à 110 degrés. C'est la raison de l'utilisation de couvertures électriques qui préchauffent les gommes jusqu'à 85 degrés. La grille de départ, à 15 minutes de la course. Une dernière fois, mécaniciens et ingénieurs démontent, vérifient, apportent les ultimes corrections et remontent. Le travail n'est jamais fini, la voiture n'est jamais prête. Mais pourtant, il est l'heure de partir. Alors, que le spectacle commence. Le championnat du monde de Formule 1 vous est présent. Les Grands Prix, c'était en 1985 et à cette époque-là, eh bien, c'était déjà, regardez, Denis Chevrier, votre chouchou, c'est Nigel Mansell qui s'était imposé. Oui, absolument. Je me rappelle, il était à cette époque-là avec les Tyrrell et on avait été assez impressionnés par la démonstration qu'avaient fait les Williams ce jour-là et qui laissait effectivement présager d'autres succès pour cette équipe et les suivantes équipées du moteur japonais. Alors là, il y a un sacré podium, Mansell, Rosberg, Prost. Et ici, donc, eh bien, Picbotta, le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, qui nous explique sa joie de voir la Formule 1 revenir enfin en Afrique du Sud après 7 ans d'absence. Un Grand Prix d'Afrique du Sud remporté à 3 reprises par Niki Lauda en 76, 77 et 84. Lauda qui détient le record des victoires à égalité avec Jim Clark, qui s'était imposé en 63, 65 et 68. On a aperçu une image des malheurs de Giovanna Amati, la seule femme qui s'alignait en Formule 1 cette année et qui a eu beaucoup de difficultés à affronter les garçons, évidemment. Comment est-ce que vous viviez, vous, l'arrivée d'une femme ou le retour après Léla Lombardi d'une femme en Formule 1, Jenny? Avec curiosité, mais le sport automobile est un des rares sports où on demande aux femmes de lutter contre les hommes. Ça ne se fait dans aucun autre sport, sauf peut-être l'équitation. Et évidemment, au plan physique, une femme ne peut pas rivaliser avec un homme. Et le pilotage d'une Formule 1 est très physique, contrairement à ce que peuvent croire certains. C'est extrêmement physique. Il faut beaucoup de tonicité pour piloter une Formule 1, attaquer des freinages avec mordant. Et Giovanna Amati est une femme et elle ne peut pas plus se mesurer physiquement avec les hommes.
Oui, il est certain que la musculature d'un Nigel Mansell et celle d'une Giovanna Amati n'ont évidemment rien à voir. Très beau départ de Patrese là au Grand Prix d'Afrique du Sud. Patrese qui s'est lancé en deuxième ligne aux côtés de Berger. Regardez, ici c'est Martin Brundle qui remet sa Benetton dans le sens de la piste. La pole position était l'œuvre de Nigel Mansell, 1 minute 15 secondes 486 millièmes. Devant Senna, 1:16 227, tandis que pour Ivan Capelli, eh bien, les malheurs de cette saison 92 commençaient, de même que pour Jean Alesi. Les Ferrari ont connu en Afrique du Sud un problème de circulation d'huile. Absolument. Beaucoup de problèmes d'ailleurs pour cette saison Ferrari, la déception en fait de 1992. Oui, le moteur et la tenue de route n'étaient pas parfaits, loin de là, et plus le temps a passé, plus au fil des Grands Prix, les Ferrari ont perdu de leur qualité, et c'est surtout au plan des moteurs qu'elles ont souffert cette année. Là, en Afrique du Sud, elles ont abandonné par la faute de leur moteur, ou plutôt par la faute de la lubrification de leur moteur, un problème de réservoir d'huile, mais même en puissance, le moteur Ferrari cette année n'a jamais été en mesure de rivaliser avec le Renault et avec le Honda, qui étaient les deux meilleurs moteurs de Formule 1 en 92. Premier Grand Prix donc de la saison 92 et Denis Chevrier, premier succès pour Nigel Mansell qui s'impose, vous l'avez vu, devant Ricardo Patrese et Ayrton Senna. En fait, l'ordre n'a pas changé du premier au dernier tour. Les trois hommes ont toujours occupé les trois marches du podium. Oui, je crois que c'est surtout pour nous ce premier Grand Prix, ça marquait se confronter avec tous les autres concurrents. Les séances d'essais d'hiver, c'est une chose, mais vraiment, c'est lors du premier Grand Prix qu'on sait un peu où on en est. Et là, on commençait à avoir une bonne confiance. Alors précisément, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé durant toutes ces séances d'essais menées à l'intersaison pour arriver à développer la Williams jusqu'au point où on est arrivé pour écraser totalement la concurrence. Vous savez, je crois que tout c'est vraiment basé sur du travail, aussi bien les gens de chez Williams que les gens de chez Renault, à l'usine d'une part, faire cette voiture, la faire la plus homogène possible, c'était le but de tout le monde. Et Nigel Mansell qui revenait de mois de vacances et a découvert à Estoril une voiture qui a correspondu vraiment bien à ses dispositions. Et à partir de ce moment-là, le travail est vraiment à porter ses fruits pendant toute la saison. Et du coup, eh bien, les McLaren Honda, pour aller chercher les Williams Renault lors des qualifs, eh bien, leurs deux pilotes sont obligés de piloter à 150% de leur capacité. Et regardez, eh bien, Ayrton Senna ici, lors des essais du deuxième Grand Prix, le Grand Prix du Mexique, eh bien, Senna sort de la piste et se blesse. Il repartira heureusement, pourra reprendre le volant de sa monoplace et disputer le Grand Prix heureusement. Oui, c'était un petit peu un commentaire général des pilotes, notamment les deux nôtres, qui disaient vraiment ce circuit au niveau à quel point il est bosselé. Il est absolument inconduisible pour les Formule 1 modernes. Et je crois que ce qu'on a vu, l'accident qui est arrivé à Senna, malgré toute son adresse, la voiture qui lui échappe, c'est vraiment dû à un circuit assez particulier et qui, je crois, était assez dangereux compte tenu de cette particularité. Les essais donc. C'est un peu dommage parce que le dessin du circuit par lui-même est très beau, oui, très sélectif, mais le revêtement n'est pas à hauteur de ce qu'il faudra en Formule 1. Et d'ailleurs, le Grand Prix du Mexique a disparu du calendrier en 93. Un circuit d'ailleurs extrêmement rapide puisque la pole position, l'œuvre de Patrese l'année précédente, était en plus de 207 km/h. Ici, un carambolage au départ, donc Capelli va en être la victime. Voilà. Gelmine qui a tamponné un Ferrari de l'Italien Capelli qui échoue contre le mur. Et donc deuxième Grand Prix et deuxième abandon pour Ivan Capelli, dont on sait qu'il ne finira pas bien entendu la saison avec la Scuderia puisqu'il sera remercié à 3 Grands Prix de la fin, remplacé par Nicolas Larini. Capelli a été complètement surclassé par Jean Alesi chez Ferrari, et au point qu'il a déçu toute l'Italie et il a été mis sur la bordure en fin de saison. Il n'a pas terminé la saison, un peu à l'image de Prost l'année précédente, mais Prost c'était pour d'autres raisons. C'était pour des raisons de comportement humain, des critiques trop répétées. Alors pour Capelli, il s'agissait de performances insuffisantes. Alors il y a une sacrée bataille qui oppose dans ce Grand Prix Martin Brundle à Gerhard Berger. On a vu tout à l'heure la Benetton faire l'intérieur à la McLaren. Et bien là, rebelote, les deux hommes se sont expliqués longuement. Cependant qu'Ayrton Senna, eh bien lui regarde la course désormais en spectateur après son abandon au 12e tour de ce Grand Prix. Alors qu'il était 3e et qu'il ne pouvait pas mieux faire, il disait à l'époque, il pilotait toujours, Berger et Senna étaient toujours aux commandes de la McLaren MP46 de 1991. Et il disait qu'ils attendaient impatiemment la MP47, dont d'ailleurs ils ont disposé dès le Grand Prix suivant, parce que les Williams Renault étaient inapprochables pour eux.
Et voilà, deuxième victoire de Mansell de la saison. Deuxième victoire et deuxième doublé, puisque Ricardo Patrese se classe une nouvelle fois deuxième. Alors là, j'imagine, Denis Chevrier, que dans le stand Williams-Renault, on doit jubiler. On jubile, mais disons qu'on garde bien en tête à quel point ces deux premiers Grands Prix présentaient des particularités communes. C'était le fait de s'être déroulé en altitude. Donc en ce qui concerne d'un point de vue motoriste, on pouvait toujours penser, est-ce qu'on a mieux pris en compte, est-ce qu'on a mieux adapté nos moteurs à ces conditions spéciales. Il fallait attendre Sao Paulo, circuit très représentatif aussi, pour vraiment se rassurer encore plus. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement développer un moteur pour l'altitude? Quel est votre travail précisément? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un système d'admission. Le moteur atmosphérique, il est vraiment, toute sa puissance est essentiellement fonction de la quantité d'air qu'on va réussir à lui faire parvenir, du respect du mélange optimum pour sa performance. Lorsqu'on fait des essais en Europe avec une pression de l'ordre de 1000 millibars, ces choses vont être complètement différentes lorsqu'on se retrouve avec seulement 800 millibars. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à trouver un peu des artifices au niveau de la mer pour essayer de faire fonctionner le moteur à des conditions qui seront à peu près les siennes quand il sera soumis à l'altitude. Donc la seule façon d'en être vraiment sûr, c'est quand on est sur la piste. Là, on va assister à l'incident Senna-Mansell des essais. Oui, Senna qui va se déporter sur la droite et Nigel Mansell sur la gauche, pardon. Et Nigel Mansell qui finit sa course dans le mur. On va revoir cette action tout à l'heure d'une vue aérienne. Et regardez bien évidemment, dans le stand Williams-Renault, tout le monde surveille son écran. Regardez la manœuvre. Votre avis, que Senna, à cette époque-là, ça s'est passé aux essais. Oui. Et Senna, dans ce tour-là, n'était pas très rapide. Ce qui fait que Mansell croyait pouvoir le dépasser, Senna étant dans un tour lent. Mais au moment où Mansell est venu à sa hauteur, Senna a réaccéléré pour placer Mansell en difficulté. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que l'affaire aille jusqu'à l'accident. Mais en tout cas, c'était certainement pour mettre Mansell en difficulté. Oui. Ça fait partie d'une stratégie psychologique. Senna est très fin, très subtil pour ça. Il a voulu pousser Mansell dans ses retranchements alors qu'il n'y avait pas de compétition entre eux, puisqu'aux essais, le meilleur tour compte. Et là, ils pouvaient tous les deux sacrifier ce tour-là. De toute façon, quand on dépasse ou quand on est dépassé, ce ne sera pas un bon tour de qualification. Alors donc, il voulait simplement lui faire savoir qu'il était toujours là, lui, Senna, et c'est allé un peu plus loin sans doute que ce qu'il pouvait penser. Et le pauvre Mansell a perdu le contrôle de sa voiture et l'a sérieusement endommagé. Vous avez peut-être une autre version des faits, vous, Denis? Moi, j'avais eu la version Nigel Mansell, effectivement, qui voyait une manœuvre un petit peu crapuleuse, si je pourrais dire, de Senna, mais on sait à quel point les pilotes ne sont pas objectifs dans ce genre d'action. Ce qui est sûr, c'est que Nigel était dans un tour de qualif, c'était son dernier de ce Grand Prix, puis que la séance tournait à sa fin. Il avait déjà la pole, il voulait en mettre encore plus, parce que justement, de l'importance du mental, et il voulait vraiment humilier Ayrton Senna chez lui au Brésil. Et bon, là, il y a eu une petite faute d'optimisme, certainement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Nigel revient au stand, justement, et que vous êtes bien conscient, vous êtes persuadé qu'il a été un petit peu trop optimiste, justement? Vous vous comportez comment à son égard? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il est très optimiste, mais je pense qu'il est optimiste aussi quand il rentre dans tous les virages, pour certains, 15-20 km/h plus vite que tout le monde. Donc l'optimisme de Mansell, c'est ce qui fait partie aussi du fait qu'il va si vite et qui nous a donné tant de satisfaction. Alors là, on va peut-être assister à une manœuvre de Senna qui était en difficulté avec sa McLaren. Il s'agissait du nouveau modèle 1992, la MP47. Voilà, et là Schumacher est en train de l'expliquer. Senna ayant des ennuis de commande d'accélérateur électronique, il a bouchonné Schumacher d'une manière excessive. Voilà. Celui-ci se plaint d'un tel comportement de la part d'un champion du monde. Il restait devant, il bouchonnait Schumacher en sachant que sa voiture avait des difficultés. Il a fini par le laisser passer quand la McLaren se traînait. Là, je pense, à la décharge de Senna, quand on connaît un peu le personnage, c'était au Brésil, devant tous ces cariocas déchaînés. C'est sûr que déjà que traditionnellement, Senna, on peut le qualifier parmi les personnes indoublables. En plus, au Brésil, c'était clair que pour rendre les armes, il fallait vraiment que ce soit mission impossible. Et pour rendre les armes, justement, un problème électrique sur son moteur qui contraint le Brésilien à s'arrêter au 18e tour de ce Grand Prix du Brésil. Et cependant, que les deux Williams-Renault caracolent en tête, c'est toujours le duo
Nigel Mansell, Ricardo Patrese. Une bagarre sauvage entre les deux hommes, la première de l'année. Jusque-là, Mansell avait largement dominé Patrese, mais cette fois-ci, Patrese a pris un bon départ et il réussit à museler Mansell jusqu'au moment des changements de pneumatiques que voici. Mansell réussira mieux le sien, il s'arrête à un moment plus propice oui, parce que il gardera l'avantage. Il s'arrête au 30e tour, Nigel Mansell, 2 tours avant Ricardo Patrese, au moment où il est deuxième précisément. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une consigne d'écurie pour que Nigel Mansell rentre plus tôt pour changer ses pneus? Non, en aucun cas. Disons que il y a des plans avant le départ de la course, à voir tel pilote s'arrête à tel moment, tel pilote s'arrête à tel autre. S'il prend une autre option, il faut l'en avertir suffisamment l'équipe pour qu'il puisse en tenir compte pour son coéquipier également. Donc là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Nigel s'est arrêté un petit peu en fonction justement des attardés pour éviter de reperdre trop de temps avec ces gens-là. Et c'est justement ce qui a causé la perte de Ricardo après. C'est-à-dire que quand il est ressorti, il n'a pas pu utiliser le potentiel de ses pneus pour revenir sur Nigel. Et c'est ce qui a permis à Nigel, qui était de toute façon le plus fort, je crois, ce jour-là encore, de remporter ce Grand Prix. Troisième doublé consécutif donc pour l'écurie Williams-Renault, Mansell devant Patrese. Au classement du championnat du monde des pilotes, eh bien Mansell totalise désormais 30 points après 3 Grands Prix, carton plein. Ricardo Patrese est deuxième avec 18 points, Schumacher troisième avec 11 points, suivent Berger, Senna, allez-y. On se retrouve dans un instant avec le Grand Prix d'Espagne. Eurosport en compagnie de Denis Chevrier toujours et de Johnny Rive. Il s'agit du premier Grand Prix européen. La F1 débarque à Barcelone pour ce qu'on appelle le Grand Prix olympique. Le Grand Prix d'Espagne donc sur le circuit de Catalogne. Un Grand Prix qui a été marqué par une pluie quasiment incessante et qui a donné l'occasion à Mansell de déployer tout son talent magnifique. Une démonstration superbe, sans doute sa victoire la plus significative de la saison, car dans ces conditions-là, l'avantage de puissance du moteur Renault ou l'avantage de tenue de route du châssis Williams était annihilé par l'adhérence précaire. Et Mansell a vraiment accompli une démonstration éblouissante ce jour-là, dans des conditions extrêmement difficiles. Alors les jours de pluie battante comme c'est le cas ici, Denis Chevrier, quel est votre travail à vous? Qu'est-ce que vous faites sur le moteur? Eh bien, on fait un petit peu la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il fonctionne dans les meilleures conditions possibles. La présence de l'eau, surtout quand elle est à ce niveau-là, faut en gros surtout s'inquiéter de savoir si le moteur il sera capable de la digérer ou pas. Donc c'est de l'intérêt de tourner pendant les séances d'essai qui précèdent les courses. C'est de s'assurer si, compte tenu des dispositions du circuit, de l'utilisation particulière du moteur, un moteur qui sera gorgé d'eau, s'il présentera des problèmes de fonctionnement ou pas. Et vous avez vu que sur la première ligne au départ de ce Grand Prix, Nigel Mansell avait une nouvelle fois signé la pole position. Mais à ses côtés s'est lancé pour la première fois Michael Schumacher, le jeune Allemand, sur sa Benetton Ford. La B192, la toute nouvelle Benetton, qui pour son premier Grand Prix donc se montrait d'ores et déjà compétitive, Johnny. Oui, là on vient de voir un geste assez amusant. C'est Senna qui se débarrassait d'une des nombreuses visières que les pilotes collent sur leur visière, de façon à ce que lorsqu'il y a des projections et que sa visière est sale, il arrache une couche et sa vision redevient normale. Après ça, on a vu un accrochage entre Alesi et un concurrent, et Alesi ce jour-là a fait 2 têtes à queue, des arrêts au stand, etc. Une course très mouvementée, et néanmoins la pluie lui a permis lui aussi de donner la mesure de son talent. Il a terminé 3e malgré le handicap de puissance dont souffrait la Ferrari cette année. On a une tête à queue de Ricardo Patrese qui abandonne sur touchette. Et c'est la première fois donc que les deux Williams-Renault ne termineront pas ensemble la saison 92. Émotion à ce moment-là dans le stand Williams? L'émotion, c'est surtout déception, dans la mesure où la course était quand même pas, elle était à peu près dans son premier tiers, et on sait à partir de ce moment-là que toutes les chances d'une équipe qui domine un événement comme ce Grand Prix de Belgique, toutes ces chances reposent sur un seul pilote. Donc on perd déjà 50%, on est à la merci du moindre incident, du moindre accrochage en redoublant l'attardé. Ça fait la suite de la course encore plus éprouvante nerveusement, oui. Et on a vu même un pilote comme Senna a été piégé par la pluie de Barcelone ce jour-là. Et alors là, vraiment une course extrêmement difficile. Et de nouveau Schumacher qui est dans les points, sur le podium, comme il l'était précédemment.
très beau début de saison du jeune Allemand. Un sacré podium avec Mansell entouré de deux jeunes loups dans longue, Michael Schumacher et Jean Alesi. Ces deux-là, Johnny, ils iront loin. On peut le penser, enfin ça dépend un petit peu du matériel dont ils disposeront, et notamment pour Alesi, je pense à 93. Est-ce que la Ferrari sera de nouveau dans le coup comme elle l'était en 90, ou bien est-ce qu'elle sera encore sur sa lancée de 92? Mansell donc désormais en tête du championnat du monde des pilotes avec 4 grands prix, 4 victoires. Faites le total, ça fait 40 points. Et Ricardo Patrese qui a abandonné est deuxième, 18 points. Schumacher est juste derrière avec 17 points. Suivent Berger, Alesi et Ayrton Senna, seulement 6e avec 4 points après 4 grands prix. Il est déjà à 36 points de Nigel Mansell, et d'ores et déjà le titre pilote semble s'en aller pour le Brésilien, alors que Williams Renault s'envole déjà vers le titre constructeur, 58 points. Benetton Ford est deuxième avec 17 points. Ferrari for Imola race, it was very important to finish on the podium because all the tifosi in Italy are following Ferrari. Also, of course, all the other drivers and especially Nigel, voilà, because Jean he's very Alesi qui popular in explique Italy. en terminant 3e au Grand Prix d'Espagne, il aura contribué à attirer encore plus de tifosi au Grand Prix de Saint-Marin qui est disputé en Italie sur le circuit d'Imola, Kawasaki. Et voilà René Arnoux qui a rendu une visite à la Formule 1. Et Ferrari qui fait débuter à cette occasion sa F92T, une version à boîte de vitesse transversale. Qu'est-ce que ça peut apporter, ça, sur la monoplace d'Ali Chevrier? Disons, le but c'est un petit peu de modifier les répartitions de masse. Ça peut faire une voiture un petit peu plus compacte dans son train arrière. Mais je crois que dans une voiture, il n'existe pas la solution miracle qui va faire que ça va être la bonne voiture. C'est-à-dire que les gens peuvent copier tout ce qui existait cette année sur une Williams, du moins prendre un petit peu les options techniques. C'est pas la boîte transversale qui va faire gagner 2 secondes au Ferrari, et c'était Obamos qui leur manquait, même encore ce jour d'Imola, malgré tout ce que pouvait essayer de faire Alesi et son coéquipier. Ça a été pour nous un Grand Prix très important. Imola, c'est vraiment un juge de paix. Il y a une ligne droite excessivement difficile. Et briller dans ces conditions-là, c'était, pour le motoriste que nous sommes, c'était un très grand événement. C'est le premier circuit révélateur vraiment de la hiérarchie des moteurs de la saison. Imola, à ce point de vue, est un circuit très moteur, très typé moteur. Et du coup, c'est un bon résultat pour Renault, puisque les deux Williams Renault se placent en tête des essais. Elles monopolisent la première ligne. Et une nouvelle fois, Mansell devant Ricardo Patrese. Mansell qui signe à l'occasion la 22e pole position de sa carrière. C'était un battant chez Ferrari. C'est toujours un battant. Il l'appelait Il Leone, le lion, les tifosi. Il se présentait dans quel état d'esprit en revenant en Italie, Nigel Mansell? Il était plus fort que jamais, c'est-à-dire qu'il avait gagné un petit peu sur tous les terrains. La voiture avait montré de bonnes possibilités lors des essais préliminaires qui avaient eu lieu à Imola. Donc on savait qu'on était dans le coup, on savait qu'en conso, qui est un circuit très difficile, Imola, c'était des choses qu'on devait être capable de contrôler. Et il venait là pour en gagner encore une autre, ça c'est très très clair. Michael Schumacher, lui, a du mal à contrôler par contre sa Benetton Ford. Vous l'avez vu partir en tête à queue. Et du coup, c'est l'abandon. Le pilote allemand rentre à son stand. C'est sa première déconvenue de la saison. Il a accompli 4 premiers Grands Prix quasiment parfaits. Et là, ça n'a pas marché pour le Imola. En revanche, pour Brundle, ça a été l'inverse. Après un début de saison difficile, Martin Brundle, sur l'autre Benetton, marquait ses premiers points de la saison à Imola. Et là, une belle bagarre entre Senna et Alesi, un beau freinage. Et Berger qui veut passer également Alesi à l'intérieur. Les deux monoplaces s'accrochent. Et c'est terminé. Aux grandes dames, bien entendu, des tifosi. C'était beau ce que faisait Alesi là, parce que, comme on l'a dit précédemment, le moteur Ferrari était loin de valoir le Honda V12. Et se mesurer avec la McLaren sur un circuit aussi révélateur pour les moteurs, c'était de sa part à lui une grosse performance. Il n'y parvenait qu'au prix de freinage insensé. Et on a vu comment ça s'est terminé. Enfin, ça c'est le jeu de la course, c'est à celui qui ira le plus vite. Et il faut prendre des risques pour ça. Et voilà. Et ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs sans que sa faute soit manifeste en l'occurrence. Coiffé de sa casquette frappée du cheval cabré, Alesi qui rentre au stand après son abandon donc du 40e tour. Avec cet accrochage avec Berger, il n'y a plus de Ferrari en course puisque Ivan Capelli lui avait déjà abandonné dès le 12e tour de ce Grand Prix. Et là, il y a des restes des deux monoplaces en milieu de la piste. Et bien évidemment, les commissaires de piste doivent prendre tous les risques. Regardez, au moment où Mansell passait,
eh bien, le commissaire quittait la piste juste en enlevant donc les débris de la Ferrari de Jean Alesi. Nouveau succès pour Nigel Mansell lors de ce Grand Prix de Saint-Marin. Nigel Mansell, sous les yeux bien entendu de Frank Williams, qui va s'imposer devant Riccardo Patrese. Voilà, c'est les Williams-Renault renouent avec le doublé. Donc c'était là un peu que le danger pouvait venir à l'intérieur de Williams. C'était la volonté de Ricciardo sur ces terres où il est réputé pour aller excessivement vite à Imola. On pouvait craindre avoir une lutte fratricide, et puis finalement Nigel avait tellement dominé Ricciardo aux essais, il avait réussi un bon départ, et Ricciardo a intelligemment, comme il l'a fait tout au long de la saison, préféré assurer une deuxième place que de risquer lui l'incident mécanique ou quoi que ce soit qui pouvait... Vous expliquez comment la domination de Mansell? Est-ce que vraiment c'est lui qui était de loin le meilleur pilote de Williams cette saison? Le meilleur pilote Williams cette saison, oui, je pense. Pourquoi? Parce que Mansell, pour aller vite, il a besoin d'être en confiance. Et cette confiance, eh ben, ça a été le gros travail de toute l'équipe Williams-Renault. Ça a été de la mettre autour de lui, de lui montrer qu'on avait confiance en lui, de tout faire pour lui donner les mêmes armes. Et à partir de ce moment-là, il les a utilisées le mieux possible. Mais Ricciardo avait des armes tout à fait analogues, mais sur certaines aptitudes de pilotage, Nigel faisait la différence, justement, peut-être avec son optimisme dont on a parlé un peu plus tôt. Et on a vu Ayrton Senna complètement exténué quitter le Grand Prix de Saint-Marin encadré par les carabiniers. Il est resté de longues minutes prostré dans sa monoplace à l'issue de la course. Ayrton Senna, il a donc terminé 3e ce 5e Grand Prix de la saison. Et puis là alors, le Grand Prix magique, dirons-nous. Nous sommes en principauté de Monaco, sous les yeux de Max Mosley et de Niki Lauda, le consultant de luxe de la Scuderia Ferrari. Arrive le maître des lieux, il s'agit d'Ayrton Senna qui s'est imposé déjà à 4 reprises en principauté. Un Grand Prix que ni Renault ni Nigel Mansell n'ont jamais remporté, Denis Chevrier. Oui, non, c'est bon, c'est un petit peu le mythe Monaco. C'est un circuit particulier, c'est un circuit prestigieux. De nombreuses fois, les monoplaces propulsées par des moteurs Renault ont été en position de gagner. À chaque fois, il a suffi d'un petit grain de sable pour l'en empêcher. Cette année, on espérait vraiment que ce soit la nôtre d'année, parce que Mansell était plus fort que jamais. Il a absolument dominé le maître supposé de ces circuits en ville qu'est Ayrton Senna, en le reléguant à plus d'une seconde en qualification. C'est quelque chose d'absolu. C'était un moment très fort de cette saison. Une 19,495 pour Nigel Mansell et sa pole position. Patrese, deuxième temps, une 20,368. Et Ayrton Senna était troisième, une 20,608. Il est à une seconde de Nigel Mansell. Et regardez l'excellente performance de Jean Alesi qui hisse sa Ferrari à la 4e position. Il s'intercale entre les deux McLaren. Ça, c'est une excellente surprise. Et Senna qui aura la réussite ce jour-là, qui va connaître une nouvelle réussite à Monaco. Mais les circonstances n'y sont pas pour rien en l'occurrence. Ce n'est pas lui qui dominait la course au moment où il a hérité de la première place. C'était Mansell qui dominait la course. On verra ça plus tard sans doute. Regardez l'excellent départ d'Ayrton Senna qui grille la politesse à Riccardo Patrese et qui va s'intercaler entre les deux Williams-Renault dès le premier virage. Et Mansell s'envole. Et Mansell qui s'envole d'ores et déjà. Oui, ça a été, je crois, le gros mérite d'Ayrton Senna cette année, c'est de toujours essayer d'attraper la chance, la peu de chance qui lui était offerte. Bon là, Monaco c'est un circuit particulier, c'est très difficile de doubler. Ricciardo avait fait pour nous presque le plus difficile, il avait la 2e place sur la grille, donc normalement on devait pouvoir assurer les 2 premières places à la Rascasse. Et puis Senna, par un coup de culot, il a réussi à s'engager à cette 2e place et à se présenter comme le pilote qui, en cas d'incident de Mansell, pouvait remporter cette course. Je crois qu'il faut lui rendre hommage, le triple champion du monde. Alors qu'ici, c'est Ivan Capelli qui nous offre une vue un petit peu particulière de ce circuit de la principauté. Senna n'a jamais renoncé à poursuivre Nigel Mansell en espérant pourquoi pas effectivement un incident mécanique. Ou alors parce que c'est son orgueil, pourquoi pas pour lutter lui aussi avec Nigel Mansell. Oui, c'était quelquefois assez dénué d'élégance, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître cette qualité à Ayrton Senna. Et là, le tournant de cette course, on est à 6 tours de la fin, et que se passe-t-il? Eh bien, Nigel Mansell rentre à son stand. La version officielle, c'est qu'un écrou
Un écrou d'une roue arrière s'est desserré. Denis Chevrier, c'est aujourd'hui toujours la version officielle dans l'écurie Williams-Renault. C'est la version officielle parce que c'est la réalité. Oui. Et bon, la perception par Nigel, c'est qu'il avait crevé, c'est-à-dire qu'on a entendu dans la radio je suis crevé, je rentre, pneu, je rentre. Effectivement, ils y ont changé les roues, malheureusement un petit peu lentement. Et le temps qu'il avait perdu à rouler doucement croyant avoir crevé, en fait, il était en train de perdre la roue arrière. Et bon, Dieu merci, c'est arrivé sous le tunnel. Je crois que marquer 6 points à Monaco en perdant une roue, je crois qu'il fallait que ce soit Mansell en 92 pour le faire. Une petite polémique s'était développée parce qu'on avait mis quelques temps du côté de Williams à annoncer quand même la raison de cet arrêt. Non, parce que ça paraît complètement fou. En fait, c'est annoncer ça, on aurait annoncé ça au bout de 10 secondes. Les gens auraient dit c'est de la folie complète. Je crois qu'il fallait faire une analyse un petit peu sérieuse de ce qui se passait, des pièces lorsqu'on a récupéré la voiture à l'issue de la course. Vous savez, c'est pas facile. La voiture, on la récupère seulement 1 heure après la fin de la course. Donc la voiture, pendant ce temps-là, on peut pas vraiment faire la moindre autopsie dessus. Donc savoir ce qui était arrivé, il aurait vraiment fallu être devin. Donc je pense que c'est pour ça que la raison a été longue à donner, mais je peux vous assurer que c'est effectivement ce qui s'est passé, mis sur le compte de cette particularité de Monaco avec énormément de relance, énormément de changements de vitesse qui impose au niveau des roues arrière par rapport au moyeu un travail très différent de ce qu'on peut avoir sur nombre d'autres circuits. Et voilà pourquoi donc toutes ces conditions ont été éviter pour les grands prix suivants, mais c'est vrai que ce jour-là on ne devait pas gagner avec Nigel Mansell le Grand Prix de Monaco, même en étant 1 seconde plus vite que lui en qualif et en allant 1 seconde plus vite par tour en course. Et alors là, Johnny, c'est l'un parce qu'en fin de course, Mansell a réussi son meilleur tour, cadence incroyable, puisqu'il a fait une 21.5 et que le meilleur tour de Senna est une 23.4. C'est-à-dire il y avait presque 2 secondes d'écart entre la Williams et la McLaren, mais c'est là qu'on touche à l'inconvénient du circuit de Monaco, magnifique par ailleurs, mais sur lequel il est absolument impossible de dépasser parce que la piste est trop sinueuse, trop étroite. Ça, Johnny, c'est peut-être l'un des moments les plus prenants de cette saison 92, la bagarre dans les derniers tours à Monaco. Il était prenant évidemment puisque Mansell était sur les talons de Senna, mais on s'était perdu d'avance. Il aurait fallu que Senna commette une erreur énorme pour que Mansell récupère sa première place, et Senna a suffisamment de kilomètres en course derrière lui pour éviter de telles erreurs, et il a gagné. Donc même, je pense qu'il n'a pas eu d'émotion lui-même au volant de sa voiture, bien que sachant Mansell et toute son agressivité derrière lui, je pense que Senna maîtrisait ça tranquillement. À Monaco, ça lui était facile. Vous avez vu l'écart entre les deux hommes, 215 millièmes de seconde seulement, et Senna qui s'impose pour la 5e fois de sa carrière en principauté. Du coup, il s'offre un petit burn-out avec un drapeau brésilien que vient de lui donner son frère. Et Senna est rayonnant, il vient de signer une fin de course formidable. Et donc Renault et Nigel Mansell ne se sont toujours pas imposés en principauté. Mansell est premier au championnat du monde avec 56 points devant Patrese, Schumacher et Senna. On les retrouve dans un instant. L'album photo de la saison 92 de Formule 1 sur Eurosport en compagnie de Denis Chevrier, l'ingénieur motoriste de Nigel Mansell, l'ingénieur détaché bien entendu de Renault Sport, et Johnny Reeve de l'équipe qui nous font partager leur expérience. Eh bien, la Formule 1 maintenant a quitté l'Europe pour rejoindre le Canada. Pour cette 7e manche, nous voici sur le circuit Gilles Villeneuve dans l'île Notre-Dame avec une pole position réalisée, une fois n'est pas coutume, par Ayrton Senna. Un exploit authentique là, du Brésilien qui a réussi à compenser le handicap dont souffrait la McLaren Honda au moins en début de saison sur la Williams Renault, et qui, sur un circuit qui est extrêmement exigeant au plan du pilotage, a profité un petit peu du manque d'adaptation des Williams au circuit Gilles Villeneuve pour s'emparer de la pole position qui sera, je crois me souvenir, sa seule pole de la saison. Et la 61e de sa carrière. Oui, c'est ça, c'est la seule pole. C'est vrai que ce vendredi a été un peu un vendredi de tâtonnement pour les deux Williams, aussi bien celle de Ricciardo que celle de Nigel. Et comme d'habitude, il y avait quelqu'un pour en profiter, ça a été Ayrton Senna, et en profiter avec le métier qu'il a, c'était en profiter aussi pour être le premier au départ. Et à partir de ce moment-là, c'est mission impossible. C'est-à-dire que Senna, c'est quelqu'un d'indoublable dans l'essence sportive, voire anti-sportive du mot.
Et bien, c'était vraiment, ça allait être très difficile compte tenu des armes dont il disposait aujourd'hui. Il l'avait annoncé d'ailleurs, il avait dit si je prends le premier tour en course, le premier virage en tête en course, les spectateurs risquent d'assister à une course passionnante. Si Nigel part devant, la course va être très ennuyeuse. Et précisément, que se passe-t-il au 14e tour de ce Grand Prix du Canada? Eh bien, Nigel Mansell, qu'est-ce qui s'est passé, Denis Chevry? Il a voulu passer à l'intérieur, il a voulu retarder son freinage au maximum. Je crois que ça, on ne le saura absolument jamais ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'image pour nous le montrer. En attendant, là, il se retrouve devant, mais en situation totalement périlleuse, incontrôlable. Hop, c'est terminé. Disons que bon, là, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que pour réussir un dépassement, il faut être deux. Il faut celui qui double, il faut celui qui se laisse dépasser. Bon, dans cette action-là, il y a certainement eu une faute des deux, certainement, et bon, ça a été l'abandon, mais c'était pas une attaque complètement déraisonnée, c'est-à-dire qu'on avait fait toute notre stratégie de course après le warm-up justement pour porter cette attaque telle que l'a fait Nigel. Bon, ça n'a pas réussi, c'est-à-dire qu'on était au Canada en fait pour gagner, on n'était pas là pour faire deuxième, c'est-à-dire que lui aussi il était là pour gagner. Et tout l'environnement autour de Nigel l'incitait vraiment à tenter de gagner. Donc il ne faut pas reporter toute la faute sur Nigel. C'était une volonté, en tout cas en ce qui me concerne, d'essayer de gagner et de mettre tous les éléments pour ce faire. En attendant, eh bien, la faute ne profite pas à Senna qui doit abandonner lui au 37e tour. Et ici c'est Ivan Capelli qui va fracasser sa Ferrari dans le muret, malheureux Capelli. De même que Katayama qui a 2 tours de l'arrivée alors qu'il était en mesure d'inscrire un point, le premier point de l'écurie Venturi-Larousse au cours de cette saison. Eh bien il connaît un sur-régime, il grille donc son moteur et c'est terminé pour Ukyo Katayama. Et cela fait le bonheur de Gerhard Berger qui va s'imposer pour la première fois de la saison et de Karl Wandlinger qu'on a aperçu, son compatriote autrichien sur sa marche nord, qui inscrit ses tout premiers points en Formule 1 en se hissant en 4e position derrière donc Berger, Schumacher et Alesi. Pour Wandlinger, c'est véritablement un très très beau résultat ce jour-là. Et puis c'est la première déroute de l'écurie Williams-Renault, puisque après l'accident de Mansell qui a été mis hors course en tentant de dépasser Senna, Patrese lui non plus n'a pas réussi à achever la course. Il était en 2e position lorsqu'il a été arrêté par des ennuis de gestion électronique, nous avait-on dit à l'époque, Denis? De boîte de vitesse, c'était des problèmes de boîte de vitesse et donc il était rentré avec pour lui l'espérance de pouvoir offrir un challenge très intéressant à Berger pour essayer de lui ravir la victoire. Les sports mécaniques sont tels, c'était pas notre week-end au Canada, je crois que c'est très clairement maintenant évident. Alors qu'est-ce que vous avez fait entre le Canada et la France pour ce Grand Prix, le 8e de la saison, le 5 juillet, pour remotiver l'équipe si besoin était, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure? Je crois que la motivation, elle n'a jamais baissé de toute l'année, donc ça, remotiver, je crois que c'était pas nécessaire. Dans l'esprit des pilotes, compte tenu de l'expérience qu'avaient les 2 pilotes qu'on a eu la chance d'avoir cette année, il était évident que c'était pas un incident qui allait faire s'effondrer tout l'édifice. Magny-Cours, c'était un circuit qu'on connaît un petit peu et sur lequel Nigel avait brillé l'année dernière. Donc on présentait des armes qui étaient tout à fait compétitives. Et Mansell qui signe une nouvelle fois la pole position. Regardez, les 2 Williams-Renault sont en première ligne. Mais et là, Patrese prend un départ extraordinaire. Ouais, c'est lui qui va maîtriser Mansell en début de course. Une course qui aura été perturbée non seulement par la pluie qu'on verra tout à l'heure, mais il faut se souvenir aussi que c'était l'époque des manifestations de conducteurs de poids lourds et que les camions de Formule 1 avaient eu beaucoup de mal à accéder au circuit de Magny-Cours, étant donné que la plupart des grands axes français étaient quasiment condamnés par des bouchons. Nous sommes dans le premier tour et nous allons arriver à l'épingle d'Adélaïde et vous l'avez vu sur la gauche. Michael Schumacher a percuté la McLaren d'Ayrton Senna, cependant que derrière il y a aussi des grabuges avec Wandlinger et Katayama. C'est terminé pour Ayrton Senna dans ce Grand Prix de France. Il n'aura pas couvert un tour. Regardez. Voilà. Il se fait éperonner par Schumacher qui a un petit peu été optimiste dans son freinage en haut de la ligne droite pour l'épingle Adélaïde et qui commet une de ses rares erreurs de la saison. On peut appeler ça quoi? Une erreur de jeunesse? Une erreur d'estimation, il a été trop optimiste. Et là, c'est la bagarre entre Patrese et Mansell. Et Patrese est loin de se laisser faire par l'anglais et qui ne réussit pas à le passer, bien que Mansell soit extrêmement incisif dans ces conditions-là. Prost doit s'en souvenir, puisqu'il s'est incliné en 91 sur une attaque de Mansell au freinage. Mais là, Patrese ne se laisse pas faire.
Et les deux pilotes qui assistent à la bagarre des deux Williams sont les deux pilotes de McLaren, McLaren qui a connu au Grand Prix de France la même déroute que Williams au Grand Prix du Canada quelques semaines plus tôt. Et voilà la course interrompue par la pluie. Et oui, le drapeau rouge, après 22 tours, tous les pilotes viennent se ranger sous la passerelle sur la ligne droite des stands. C'est terminé, la direction de la course donc décide d'arrêter momentanément ce Grand Prix et de se donner quelques instants de réflexion. Et finalement, eh bien, regardez, il ne pleut plus, Olivier Grouillard vole le départ, mais tout le monde repart en slick à ce moment-là. Et de nouveau, c'est Riccardo Patrese qui prend la tête devant Nigel Mansell. Oui, ça a été un petit peu une constante au cours de cette année. Ça a été la qualité de Riccardo à réussir des départs le plus souvent parfaits. Mansell fait des bons départs et Patrese, il nous a fait très souvent des départs parfaits. Et ce qui lui a permis quelquefois de prendre des places sur des concurrents, quelquefois de mettre Nigel en difficulté. Ça s'est revu plusieurs fois en fin de saison. Même endroit qu'au premier tour pour Michael Schumacher à l'épingle d'Adélaïde. Hop là, avec la caméra embarquée, on voit le ciel. Il est monté sur la Jordan de Modena. Et cette fois-ci, c'est terminé. Regardez sa suspension avant est brisée. C'était un jour sans pour Schumacher, on peut le dire. Oui. 2 fautes au même endroit. 2 départs, 2 fautes, même virage. Comment ça se passe, Denis Chevrier, lorsque Riccardo Patrese et Nigel Mansell sont en bagarre entre Éric Faron, l'ingénieur de Patrese, qui ici fait signe à Nigel Mansell, ostensiblement devant les stands de passer pour bien montrer qu'il y a une consigne d'écurie. Et vous, comment ça se passe entre l'ingénieur moteur de Patrese et l'ingénieur moteur de Mansell? On se cache des petits secrets, au contraire on partage tout? Non, je crois que c'est ce qui fait justement la force de cette équipe, c'est qu'on est là pour que son pilote gagne, c'est sûr, mais on veut avant tout que ce soit une Williams Renault qui gagne. Donc quand Riccardo gagne, eh bien on préfère très nettement que ce soit Riccardo plutôt qu'Ayrton Senna, quoi. Donc c'est clair, donc il n'y a pas vraiment de rivalité. La rivalité, elle existe à partir du moment où on est sur la grille, mais tout le reste du temps, c'est ce qui fait l'efficacité de cette équipe, c'est la transparence aussi bien entre Renault et Williams qu'entre les gens de Renault. A noter qu'Éric Comas, pour la 2e fois de la saison, rentre dans les points. Et du coup, eh bien, l'écurie Ligier, grâce aux 3 points inscrits par Comas, échappe donc au coup près des préqualifications. Cependant que Nigel Mansell s'échappe au classement du championnat du monde des pilotes, 66 points. Riccardo Patrese en a tout juste la moitié. Et Schumacher précède toujours Senna qui est très loin. Et Williams Renault, un beau calcul tout rond. 3 points pour Ligier à mi-saison, c'était quand même pas la gloire. On s'attendait à ce que l'écurie bleue fasse une meilleure prestation cette année avec le moteur Renault, mais on a été extrêmement déçus par le comportement des Ligier cette année, il faut bien le souligner. Entre les ingénieurs Renault qui travaillent avec Williams et ceux qui travaillent avec Ligier, comment ça se passe aussi? Vous avez des liaisons, des informations mises en commun? Ça se passe très bien dans la mesure déjà où humainement on s'entend très bien. À la limite, on estime que leur position est très délicate parce qu'ils s'investissent beaucoup avec beaucoup moins de résultats que nous et à ce titre, c'est pas toujours très facile. Le voici en Angleterre, à Silverstone. Nigel Mansell est dans son jardin. Il va signer sa 25e pole position. 1 minute 18 secondes, 965 millièmes. Riccardo Patrese sur la 2e Williams Renault signe la 2e performance à quasiment 2 secondes de Mansell. 1:20.884. Et lorsqu'il se présente à Silverstone, eh bien Nigel Mansell vient d'égaler donc en France le record de Jackie Stewart avec 27 victoires en Grand Prix. Record britannique bien entendu. Et ici c'est l'accrochage aux essais libres du samedi entre Éric Comas et Riccardo Patrese. Et les deux hommes terminent leur course dans le mur. Oui, là je crois il faut vraiment rendre un hommage à Riccardo, c'est-à-dire que cette année il a eu beaucoup de problèmes, certaines fois des accidents comme celui qu'il a eu à Silverstone, c'est quelque chose de très très fort. Et malgré ça, eh bien, Riccardo en course il était là, et puis le dimanche 15 jours après à Hockenheim il était encore là, et pas Gamberger, rien du tout. Je crois que c'est vraiment, faut vraiment le citer parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui auraient baissé les bras. Le départ de ce Grand Prix d'Angleterre. Avec une nouvelle fois Patrese qui prend un meilleur départ, mais il était clair que Nigel n'accepterait personne devant lui à Silverstone. Oui, il avait déjà fait la même chose vis-à-vis de Senna en 91, juste à la sortie de Beckett. Là c'est à l'entrée de Beckett. Dans Beckett il est 15-20 km/h plus vite que tout le monde. Là ce jour-là Nigel Mansell était vraiment intouchable, il était vraiment sur une autre planète.
Ah oui, disons que bon, tout le monde, nous on est bien placé pour le voir sur les enregistrements, c'est autre chose. Et au passage au premier tour, il faisait plus la même course que les autres, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose comme environ 3 secondes d'avance, c'est-à-dire qu'on l'entend passer, on n'entend plus rien, on entend les autres, c'était lui et les autres. Il signera d'ailleurs son meilleur tour en 1:22.539. Schumacher, lui, avec la deuxième performance au niveau des meilleurs tours, est à près de 2 secondes de Nigel Mansell. La grosse déception du jour a été la prestation de McLaren, dont le moteur Honda nouvellement créé, puisque c'est un moteur V12 qui était complètement différent du moteur V12 Honda de 1991, dont le dernier des moteurs Honda donc commençait vraiment à progresser, ce qui permettait au McLaren d'utiliser des ailerons énormes. On l'a vu tout à l'heure au cours de la bagarre entre les McLaren et les Benetton. Les McLaren avaient des ailerons énormes à Silverstone. Et en dépit des progrès de leur moteur, eh bien, les 2 McLaren n'ont pas terminé ce Grand Prix. Ils ont abandonné. On vient de voir celle de Senna qui était prise avec des ennuis de transmission, si je me souviens bien. Exact. Et Berger s'est contenté de la 5e place en cassant son moteur en vue de l'arrivée. Il a terminé au point mort, moteur cassé. C'était une grosse déception des McLaren à Silverstone. On s'attendait bien mieux de leur part sur ce circuit. Mais je crois que bon, ils étaient dans la position où il fallait aussi qu'ils tentent quelque chose, c'est-à-dire que c'était un peu une sorte de Vatou, Silverstone, un circuit très rapide, il fallait vraiment qu'ils tentent quelque chose. Senna, tel qu'on peut le connaître, il savait très bien que s'il avait réussi à faire douter Nigel à Silverstone, c'était le tournant de la saison, donc il fallait qu'ils prennent des risques certainement. Bon, bah, ces risques, ça les a amenés peut-être aussi à casser un peu plus qu'on ne risquait de le faire, parce qu'il faut savoir que Mansell il a gagné, mais en faisant une utilisation du moteur, c'est pas racontable. Ah bah si, vous avez si, enfin, c'est-à-dire que je dis que c'est pas racontable, c'est-à-dire que c'était absolument, c'était loin d'être des tours de qualif, c'est-à-dire qu'il menait sa course avec le limiteur de régime, c'est un peu le jargon qu'on a nous, c'est-à-dire une utilisation possible du moteur très très basse et utilisant vraiment le moteur au minimum pardon, et le maximum c'était vitesse de passage en courbe. Ça a été vraiment un des points très très forts pour nous aussi, c'est de voir à quel point il consommait peu, à quel point il utilisait peu le matériel pour aller vite, quoi. Et ça c'était sur le talent du pilote. Ouais, vous Denis, vous tenez absolument à réhabiliter en quelque sorte Nigel Mansell, qui a vraiment une image un petit peu caricaturale au sein du public. Pour vous le dites, Mansell superpose les courbes au niveau de la télémétrie lorsque vous les relevez au tour par tour. Ah oui, disons que Nigel c'est quelqu'un qui ne mérite pas de casser, dans la mesure où vraiment il respecte au maximum le moteur, en tout cas vu que c'est ce dont je m'occupe le plus, et c'est vrai qu'il a vraiment conscience qu'il en a besoin et que tout ce qu'il pourra faire pour l'emmener au bout, il essaye de le faire. Et cet extraordinaire public de Silverstone qui acclame donc son héros Nigel Mansell, largement en tête du championnat du monde des pilotes. A tout de suite. 12 de Formule 1 sur Eurosport avec la 10e épreuve de la saison. Nous voici en Allemagne, non loin de Heidelberg, avec donc un Nigel Mansell qui se présente au départ de ce Grand Prix avec 76 points. Deuxième, Riccardo Patrese, 40 points. Et troisième, précisément, Michael Schumacher, 29 points. Schumacher, ici, qui termine sa course dans le gravier lors des qualifications, un petit peu optimiste. Et ici, bien toujours cette chasse aux 2 Williams-Renault, illustrée par ce 360 d'Ayrton Senna sur les vibreurs. C'est même plus qu'un 360. Là, un fond plat, on prend un coup. Hein. Ouais, disons que bon, Hockenheim c'est le 3e Grand Prix du mois de juillet, c'est un petit peu la série infernale. Il faut être bien au premier Grand Prix en fait pour espérer être bien à Hockenheim. En gros, c'est-à-dire qu'il faut être bien au Grand Prix de France, Silverstone. Il y a très peu de temps de réaction vraiment pour dire entre Silverstone et Hockenheim. Donc les forces en présence, on les avait vues à Silverstone. Bon, Hockenheim les ont un petit peu confirmés en ce qui nous concerne. C'est un circuit un peu bosselé par endroits, un circuit assez complet avec grande ligne droite, avec une partie stadium. Et il faut une voiture complète et je crois que c'était la grosse qualité de la Williams. Il faut une voiture complète, mais enfin avec prédominance quand même du moteur. Ouais. C'est un circuit un peu comme Imola où le moteur peut vraiment s'exprimer. Il y a des lignes droites assez importantes et
aussi bien en puissance qu'en fiabilité, le moteur joue toujours un très grand rôle dans le Grand Prix d'Allemagne depuis qu'il est disputé sur le circuit d'Hockenheim. Oui, c'est-à-dire que là, on a une petite idée à quel point le moteur est longtemps en pleine charge. C'est-à-dire que là, il est environ 60% du temps, 60-65% du temps à fond. Le pilote est à fond. C'est-à-dire que c'est un circuit effectivement très très difficile. C'est un juge de paix. Et triompher dans ces conditions à Hockenheim, c'était très très révélateur. Une nouvelle fois, Patrese avait pris le meilleur départ, mais Nigel Mansell ne s'en est pas laissé compter. Immédiatement, il a réglé son compte à son coéquipier qui change ici ses pneumatiques. Et Nigel Mansell, donc, caracole en tête de ce Grand Prix. Enfin, caracole en tête, c'est beaucoup dire parce que Senna lui a quand même donné du fil à retordre. Et on se souvient de l'épisode du freinage dans la petite chicane que j'appelle De Paillet, parce qu'elle a été faite à la suite de l'accident de Paillet en 1980. Au cours de cet épisode-là, Mansell a fait un petit écart hors piste, on va le voir là, sans doute. Mais il s'est bien repris et il a fini par triompher. C'est vrai que Mansell avait changé de pneu au 15e tour et du coup il se retrouvait 3e derrière Ayrton Senna et le voici précisément ce passage de la chicane. Là il a de la chance, il a de la chance qu'il n'y ait rien derrière. Ouais, je crois que c'est de nouveau une illustration de dépassement de Senna égale mission impossible. C'est-à-dire que cette année, il n'y a qu'un pilote qui a réussi à doubler Senna dans des conditions où on le voit très difficile, c'est Nigel, personne d'autre y est arrivé. Ricciardo, le pauvre, malgré tout son métier, s'y est cassé les dents sur ce même circuit d'Hockenheim, avec une déception énorme pour lui. Au cours du dernier tour. Et le Grand Prix d'Allemagne se terminera quand même, malgré l'incident de Patrese au dernier tour, se terminera quand même par la victoire d'une Williams-Renault. Ce sera la 3e au cours du mois de juillet. Donc Williams a bien redressé la barre après les 2 succès des McLaren Honda au Grand Prix de Monaco et au Grand Prix du Canada. Voilà l'incident de Patrese qui tente de dépasser Senna au cours du dernier tour. Il va tenter de le faire encore au freinage à l'entrée du stadium. Et Senna, toujours très très dur dans son comportement vis-à-vis de ses adversaires, contraint Patrese à la sortie de route. Patrese, l'un des grands animateurs de ce Grand Prix d'Allemagne, pas payé de tout son travail lors de ce dimanche. Sa voiture est bloquée sur une motte de terre là, et il sera, au lieu d'être 3e, il sera classé 8e, loin des points, il marquera 0 points, bien que classé et bien que n'ayant pas terminé la course. 29e victoire de sa carrière pour Nigel Mansell qui s'impose devant Ayrton Senna et l'enfant du pays, Michael Schumacher, donc, qui bénéficie des malheurs de Riccardo Patrese pour monter sur le podium. Eric Thomas ainsi que Jean Alesi sont une nouvelle fois dans les points. Au classement du championnat du monde, eh bien Mansell a désormais 86 points, Patrese reste à 40, Schumacher monte à 33 et Senna reste crédité de 24 malheureux points. Nous voici désormais en Hongrie pour la 11e épreuve de ce championnat du monde de F1. Et puis là, alors, c'est la question numéro 1, c'est le problème de l'essence, Denis Chevrier. Oui, bon, dans la mesure où j'aurais envie de dire un petit peu d'une façon polémique que des mauvais joueurs ont trouvé que c'était un petit peu embêtant que les Williams Renault dominent et dans leur analyse un petit peu hâtive d'une performance technique, ils ont pensé qu'il suffisait de retirer un élément pour que tout l'édifice s'écroule. Je crois que ce sont des gens qui n'ont pas compris que la force de la Williams Renault Elf cette année s'est appuyée sur autre chose que seulement l'essence ou que seulement le châssis ou que seulement le moteur. C'était un tout et on a retiré un élément. Eh bien, c'était pas pour modifier la donne complète. C'était Ricciardo pole et puis Nigel deuxième. Eh oui. Mansell qui scelle donc une nouvelle fois la pole. La première d'ailleurs en 92 de Riccardo Patrese. Oui, disons que Ricciardo a eu un tout petit peu de chance dans la mesure où dans son dernier tour, Nigel qui était en train de faire la pole est sorti juste derrière Berger qui lui venait de sortir, avait mis de la poussière sur la piste et Nigel est sorti. Mais comme le disait si bien Nigel, Ricciardo la mérite. Là on a vu Eric Van de Poel sortir, il prenait le départ pour la première fois sur sa nouvelle monoplace, la Fonmetal GR02. Fonmetal donc qui n'a pas terminé la saison et qui ne se présentera pas en 1993 au départ du championnat du monde de Formule 1. Alors là le dépassement de Senna va être très problématique pour Mansell qui n'y parviendra d'ailleurs pas. Le circuit de Hungaroring, le Hungaroring est un petit peu comme Monaco, un circuit extrêmement problématique en ce qui concerne les dépassements et Mansell ne réussira pas à prendre l'avantage sur Senna. On l'a vu d'ailleurs lever le bras à l'encontre de Martini.
qui écopera de 10 secondes de pénalité, et Ricardo Patrese, le malheureux Patrese, au 38e tour de ce Grand Prix qu'il menait. Alors qu'est-ce qui se passe, Johnny? C'est une faute de pilotage selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que quand on voit les enregistrements, Ricardo a abordé son virage exactement comme il l'avait fait le tour précédent. Donc lui, il dit honnêtement, je comprends pas. Pour moi, la voiture, elle m'a échappé, comme si j'avais roulé sur de la terre ou sur de l'eau ou sur quelque chose comme ça. Nous, de ce que l'on voit, il était absolument pas trop optimiste à l'entrée de ce virage. Il le négociait exactement de la même façon et la voiture s'est échappée, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est une des grosses particularités de Budapest, pas de vibreur sur le bord de la route, donc la voiture qui précède un concurrent, qui mord un tout petit peu sur la bordure, elle ramène instantanément de la terre sur la piste, et à partir de ce moment-là, ces voitures à la recherche de la moindre adhérence, ça passe de l'autre côté. On vient de voir l'extraordinaire mésaventure de Michael Schumacher qui perd son aileron arrière, lancé à près de 300 km/h dans la ligne droite des stands. Et l'explication, vous l'avez vu, c'est que Martin Brundle avait heurté cet aileron au freinage le tour précédent. Et là, Michael Schumacher, véritablement, s'en sort miraculeusement. Oui, disons que c'est un circuit un petit peu particulier, Budapest. C'est vrai que c'est très difficile de doubler, mais malheureusement, il faut dire aussi que ça donne naissance à des belles bagarres comme celle-là. C'est-à-dire que pendant ce Grand Prix, Nigel a quand même doublé 3 fois Berger, c'est-à-dire il a doublé 3 fois une McLaren Honda, et il n'a pas réussi à doubler une seule fois Ayrton Senna. Je crois que ça donne une idée de la difficulté à doubler. Nigel dit c'est vraiment épouvantable. Autant Berger c'est facile, autant lui c'est très très difficile. Seconde victoire donc pour Ayrton Senna cette saison. Et surtout, eh bien, Nigel Mansell devient champion du monde des pilotes en s'adjugeant les 6 points de la 2e place. Sagement, là, il est resté derrière Ayrton Senna. Rosanne, bien entendu, est ravie. Son Nigel de Marie devient pour la première fois de sa carrière champion du monde de Formule 1, champion du monde des pilotes. Il n'est plus rattrapable d'ici la fin de la saison. Il totalise 92 points et Ricardo Patrese, à 5 grands prix de la fin, est à 52 points. Mathématiquement, il ne peut plus être rattrapé, Nigel Mansell. Et paradoxalement, tous les maux qu'on a vécus en fin de saison vont démarrer là, ce soir-là. Oui. Senna va déclarer qu'il s'offre gratuitement pour piloter la Williams-Renault en 1993. Et du coup, chez Williams, on va en être ébranlé et on va revoir à la baisse les conditions qui étaient offertes à Mansell pour poursuivre sa collaboration chez Williams. But one thing that perhaps we all have in common, apart from our differences. Ça a commencé à partir de quand, ça, les ennuis de Nigel Mansell au sein de l'écurie des Chevriers? J'aurais envie de dire que les problèmes de Nigel au sein de l'écurie, en ce qui nous concerne, nous, il n'y en a pas eu de problème. Les problèmes qu'il a pu avoir, il les a eus avec Frank Williams et avec les gens qui président aux destinées de l'équipe. C'est un point sur lequel je ne suis pas en mesure de parler. Moi, j'ai eu les confidences de Mansell, mais c'est uniquement un des côtés de la discussion, et à partir de ce moment-là, c'est une vision partiale des choses. Donc je dois dire qu'honnêtement, je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette assez lamentable affaire. Ouais, vous pensez que ce soir-là, il avait quelque part déjà pris sa décision de quitter la F1, Nigel Mansell? Ah non, ça je peux vous assurer que non. Il avait envie d'une chose, c'était de conduire une Williams Renault, ça c'est certain. Nous voici au Grand Prix de Belgique. Accident d'Eric Comals lors des essais. Alors regardez, le seul pilote qui s'arrête, c'est Ayrton Senna à bord de sa McLaren Honda. Il dégrave son harnais, il se précipite vers Eric Comas. Et ça, c'est un petit peu lamentable quand même. Vous ne trouvez pas, de voir d'autres pilotes qui passent, qui ne s'arrêtent pas, qui continuent? Bon, ils jettent un coup d'œil, c'est certain, mais ils repartent immédiatement. Le seul à s'arrêter, c'est Ayrton Senna. Vous avez noté qu'on entendait le bruit du moteur Renault. Le pied de Comas était peut-être appuyé sur la pédale d'accélérateur. La voiture était au point mort, le moteur était lancé à fond et c'est Senna qui a coupé le contact. Oui, je confirme absolument, les enregistrements de nos collègues chez LIG nous ont absolument confirmé ça. Dis donc, un pilote est littéralement épié, il ne peut plus faire la moindre erreur. Non, je pense qu'il ne faut absolument pas regarder ça sous le fait d'être épié, justement. Il faut voir que c'est un outil merveilleux pour leur permettre de faire la meilleure utilisation possible et à ce titre d'aller le plus vite possible. Et il n'y a aucune idée de surveillance péjorative dans cet examen. Et je crois que ça c'est très très
bien compris par les pilotes qui considèrent ça comme un outil et comme une aide. Et là on voit Senna qui est en train de manœuvrer pour déstabiliser un petit peu la situation. Il voudrait absolument aller chez Williams-Renault en 93 et puis après s'être offert gratuitement, ce qui aura abouti à faire changer la position de Williams par rapport à Mansell, il charge Prost qu'il accuse de refuser l'entrée de Senna chez Williams, alors qu'il n'est pas question de Williams chez Senna à l'époque, puisque Mansell devrait théoriquement rester et que Prost étant bon pour parler, les pourparlers entre Prost et Williams sont très très avancés pour que en 93 l'écurie Williams-Renault soit constituée de Mansell et de Prost. Mais Senna, qui veut absolument cette voiture en 93, n'arrête pas de parler et d'accuser les uns et les autres qu'on veuille lui refuser cette Williams-Renault qu'il désire tant piloter et qu'il n'aura pas. Sur un plan personnel, vous, Denis Chevrier, vous rêveriez de travailler avec un pilote comme Ayrton Senna? Disons que Ayrton Senna fait partie des 3 sommités de la Formule 1. Bon, cette année, je dois avouer que humainement, comme de nombreux autres observateurs, il nous a déçus. Il nous a déçus par ses réactions qui n'étaient pas celles d'un grand monsieur, c'est-à-dire que par rapport à un monsieur comme Ricciardo ou comme Nigel, je crois qu'humainement il a beaucoup de choses à apprendre. Ayrton Senna, c'est un pilote extraordinaire, mais il faut qu'il se dise que les autres aussi ils ont le droit de gagner, il n'y a pas que lui qui a le droit de gagner. Et s'ils sont meilleurs que lui ou s'ils ont des meilleures armes ponctuellement, eh bien il faut qu'ils l'acceptent. Et même au plan du pilotage, vous semblez dire que lorsque un pilote souhaite le doubler, il ne résiste pas toujours de manière très très sportive. Oui, non, mais bon, ça c'est parce que je suis partial, hein, c'est sûr. Donc certainement que d'autres personnes peuvent avoir une autre analyse et je leur accorde absolument ce droit. Et là, on vient de voir un incident qui décidera du vainqueur du Grand Prix. C'est-à-dire Schumacher sort de la piste, va dans l'herbe, est dépassé par Brundle. En revenant sur la piste, il roule derrière Brundle. Il voit les pneus arrière de Brundle qui étaient extrêmement usés, des pneus pluie, puisqu'il avait plu pendant un petit moment au Grand Prix de Belgique. Et Schumacher prend aussitôt la décision avec beaucoup de clairvoyance de s'arrêter, de changer ses pneus. Et c'est lui qui se sera arrêté au meilleur moment. Quand les Williams s'arrêtent à leur tour, eh bien Schumacher est déjà passé. La piste est encore humide et ils ont quitté leurs pneus pluie pour mettre des slicks. Mais la Benetton est loin devant et ni Mansell ni Patrese ne réussiront à la rejoindre. Et c'est la première victoire du jeune Schumacher qui symbolise, qui concrétise tous les espoirs que l'on peut mettre en lui. Et oui, il s'arrête au 29e tour, Michael Schumacher. Mansell attendra le 33e. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une erreur de la part de la direction de l'écurie ou de choix de je dirais que c'est un peu un malheureux concours de circonstances dans la mesure où il y a 2 pilotes dans une écurie. À partir du moment où il y en a un qui décide de s'arrêter, le premier c'est Ricciardo, Nigel qui décide de s'arrêter juste derrière. On ne peut pas le faire s'arrêter parce que Ricciardo justement lui est attendu, donc on ne peut pas risquer d'avoir 2 pilotes dans le stand en même temps. Donc à partir de ce moment-là, Nigel est obligé de faire un tour de trop peut-être. C'est condition typique, quand on est favori il faut qu'il fasse sec tout le temps. Là c'est des conditions un petit peu bizarres, ça ne sourit pas aux favoris, c'est normal. Schumacher en a très bien profité et tant mieux pour lui. Et oui, ça lui sourit au jeune Allemand qui signe donc un an après sa première apparition en F1 pour un bel anniversaire. C'est un bel anniversaire, son premier succès à Spa-Francorchamps. Et ce qui est à noter quand même, c'est que Williams-Renault ici s'adjuge le titre champion constructeur, 142 points. L'écurie n'est plus rattrapable. Là, c'est le champagne qui va couler à flot à Viry-Châtillon, Denis, non? Oui, disons que honnêtement, on n'essaye pas d'être champion du monde pour le champagne. Mansell donc est déjà champion du monde des pilotes depuis la Hongrie. Son dauphin à l'heure actuelle, c'est Patrese. Et Williams-Renault donc 142 devant Benetton et McLaren Honda. Vous restez avec nous, on se retrouve en Italie dans quelques instants. 13e Grand Prix de la saison 92 de Formule 1 sur Eurosport que nous passons en revue avec Denis Chevrier, l'ingénieur motoriste de Nigel Mansell au sein de l'écurie Williams-Renault, et Johnny Reeve de l'équipe. Et ça, c'est une tradition en Italie. Eh bien, on joue au foot et on a aperçu justement notre protégé Denis venir dans l'équipe. Et du coup, il va inscrire ce jour-là, si je ne m'abuse, 2 ou 3 buts. Ouais, mais c'est comme d'habitude, ça c'est le côté grand gosse de Nigel. Il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas participer à un jeu sans y donner le maximum. Bon, son comportement dans les matchs de foot amateurs, c'est comme ça, quoi. Il est comme ça. Vous jouez au foot, vous? Avec lui, non? Non, on n'a pas vraiment le temps. Et là, eh bien, l'annonce, donc l'un des moments pathétiques de cette saison, l'annonce du retrait de Nigel Mansell de la Formule 1. C'est dimanche matin, juste après le warm-up.
Nigel Mansell convoque la presse dans la salle de conférence de la FOCA et annonce son retrait. The most electrifying of all the drivers. In my opinion, none of the previous three could get out of a car what he does when he's on a qualifying lap. Well, I think there's only one word. It's been excellent. Et les réactions de Frank Williams, Keke Rosberg, ancien champion du monde, précisément pour Williams, manager aujourd'hui de Hakkinen et de Leto. Réaction également d'Alain Prost. So good, and also he has a lot of confidence. He has no problem with his teammate, and I think it should be okay, no problem. I'm just pleased that there's another British driver up there winning as often as Nigel is. I mean, he rates as winning the first. Vous jugez ce retrait comment, Johnny Reeve? Est-ce que c'est dû aux manœuvres entre guillemets d'Ayrton Senna, aux manœuvres d'Alain Prost, à la volonté de l'écurie? Vous êtes assez sévère quand même avec le fait que Nigel Mansell soit poussé sur le bord de la Formule 1. Il n'y a pas une manœuvre de Prost, il y a une manœuvre de Senna. Senna s'est proposé au soir du Grand Prix de Hongrie gratuitement pour l'écurie Williams et Renault en 93, et c'est ça qui a tout déstabilisé. Prost, lui, il a mené ses pourparlers bien avant le Grand Prix de Hongrie. Depuis l'hiver dernier, il était en contact avec Williams Renault à la suite des essais qu'il avait effectués sur la Ligier Renault pendant l'intersaison. Et bon, il était bien placé pour rejoindre Mansell chez Williams en 93. Lorsqu'au Grand Prix de Hongrie, Senna donc s'est manifesté et s'est proposé gratuitement. Et chez Williams, du coup, on en a conclu que on pouvait faire pression sur Mansell de façon à ce que celui-ci réduise ses prétentions financières, mais celui-ci ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a préféré, avec beaucoup de dignité, laisser sa place vacante. Et voilà comment on sera privé en 93 du spectacle du champion du monde en titre. Il vous confiait ses émotions, ses sentiments à ce moment-là, Denis? Oui, disons qu'à partir de la Belgique, bon, il me tenait informé d'où il en était, et effectivement je sentais à travers ses propos que ça ne se passait pas vraiment comme il fallait. Nous on était là pour lui offrir la possibilité de gagner un Grand Prix de plus, c'était notre volonté, c'était la seule chose qu'on puisse faire en fait. Et il s'est présenté au départ de ce Grand Prix de Monza avec toutes les armes, une pôle de plus, oui. Et puis un début de course absolument extraordinaire. Il n'y avait personne pour le suivre. Et là, il met un boulevard à tous ses poursuivants. Brundle, Schumacher. Disons que techniquement, ce circuit de Monza est le plus dur pour les moteurs. C'est vraiment le plus dur de toute la saison. Et faire la démonstration que faisaient encore nos deux voitures lors de ce Grand Prix a vraiment été pour nous une grosse satisfaction dans cette période justement un petit peu de trouble. Et puis nos deux pilotes, ils faisaient ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'être devant. Et là justement, précisément, ils sont devant. Et Nigel Mansell laisse le commandement de la course. Regardez, hop, Riccardo Patrese passe devant Nigel Mansell. Le Britannique lui a laissé le commandement et malheureusement, eh bien, il ne sera pas récompensé puisqu'il doit abandonner quelques tours plus tard. Nigel Mansell doit se retirer. Là, il est trahi par sa mécanique. Oui, disons, je crois que c'était malheureusement une des gros risques pour Nigel de ne pas gagner une course, c'était que la mécanique l'abandonne. Ça lui est arrivé très rarement cette année. C'est arrivé à Monza, il y a des week-ends comme ça où on peut dominer aussi bien Nigel que Riccardo. Mais alors c'est quand même un sacré bonhomme parce que on le pousse sur la touche de la Formule 1. Il annonce son retrait et puis comme on dit, il les met tous minables et il se paye le luxe alors qu'il est en train de pulvériser tous les records de la Formule 1. Il se paye le luxe d'un geste chevaleresque en laissant passer Riccardo Patrese qui lui aussi à son tour là, connaît des problèmes mécaniques. C'est quand même un sacré bonhomme, Mansell. Ouais, disons que humainement, je crois qu'il y a plein de gens qui n'osaient pas le croire, qui ne pensaient pas que c'était possible. Il l'a fait parce que aussi il s'entendait excessivement bien avec Riccardo et je vous disais la force de cette équipe ça a été de bien s'entendre à tous les niveaux et les pilotes étaient des gens humainement très intéressants, Riccardo et Nigel, et à tel point que Nigel il préférait se priver d'un record historique pour permettre à Riccardo devant son public de remporter une victoire. Et Patrese donc à 6 tours de la fin qui connaît des problèmes mécaniques à son tour et qui rétrograde en 5e position. Et Ayrton Senna monte pour la 3e fois de la saison sur la plus haute marche du podium. Senna devant Brundle et Schumacher. Les deux pilotes Benetton qui sont toujours là. Ils ont réalisé un bel exploit cette saison, Johnny, en inscrivant des points au cours des 16 Grands Prix de la saison. Et là, c'était la 3e défaite consécutive des Williams qui, après leurs 3 victoires du mois de juillet, ont connu un creux dans leur progression et même une chute dans leur progression puisque tant en Hongrie qu'en Belgique et en Italie, ils n'ont pas réussi à remporter une victoire. Du coup, eh bien, lorsque l'on arrive au Portugal,
Schumacher se présente en deuxième position au championnat du monde des pilotes, 47 points, talonné par Senna et Patrese à égalité avec 46 points. Et au championnat du monde des constructeurs, Benetton est deuxième, 74, juste un petit point devant McLaren Honda, troisième avec 73 points. Et ici donc, eh bien, nous sommes au Portugal pour le 14e Grand Prix de la saison sur le circuit d'Estoril, avec l'annonce, celle que tout le monde pressentait, celle que tout le monde attendait, l'annonce officielle de la signature d'Alain Prost au sein de l'écurie Williams-Renault pour 1993. Très beau circuit Estoril, malheureusement mal revêtu, mais un très beau tracé, très complet, et qui permet une sélection des pilotes extrêmement sévère et juste. Et là, on peut dire que si souvent le matériel l'emporte sur les qualités du pilote au niveau de la sélectivité, à Estoril, c'est peut-être le contraire. C'est sans doute le pilote qui a le plus de poids entre lui et sa machine. C'est le pilotage, c'est la mise au point d'abord au cours des essais, puis le pilotage qui prévaut sur le circuit d'Estoril. Très très beau circuit. Qu'est-ce qui se passe dans l'écurie Williams-Renault après l'annonce officielle donc, de la signature d'Alain Prost? Quelle est l'ambiance ce jour-là dans l'écurie? Je vais vous dire qu'honnêtement, l'ambiance ce jour-là, c'est de gagner le Grand Prix. C'est-à-dire que on ne se projette pas sur la saison suivante. On vit une saison de rêve avec deux pilotes avec qui on s'entend parfaitement bien. On sait que la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de leur permettre d'avoir un matériel pour gagner. Et c'est surtout à ça qu'on s'occupe. Honnêtement, ce sont des éléments qui nous échappent. Donc il vaut beaucoup mieux qu'on dépense de l'énergie sur les éléments sur lesquels on a une action plutôt que de se perdre en conjoncture. On a vu l'arrêt manqué de Patrese, le cric s'est cassé et Patrese est resté immobilisé à son stand presque 20 secondes, ce qui l'amène à repartir derrière Berger. Et on ignore encore à ce moment les conséquences que ça aura, mais voilà. Alors ça, pour vous Johnny, c'est donc l'image de cette saison 92. Hein. Ah oui, c'est un carambolage extraordinaire, comme on en voit rarement aujourd'hui en F1. Heureusement que les F1 sont fabriqués comme elles le sont, comme le règlement les y oblige au niveau de la résistance, parce que cela a permis à Patrese de s'en sortir sans la moindre égratignure. Là on voit Berger devant Patrese, la caméra est à bord de la Williams de Patrese, on voit Berger dont les pneus sont usés et qui manque la corde, qui gêne Patrese. Patrese veut le dépasser, il va s'arrêter au stand Berger. Patrese ne le devine pas, il serre au plus près Berger de façon à profiter de son aspiration dans la ligne droite pour pouvoir le dépasser. Mais Berger qui serre à droite de la piste pour entrer au stand va freiner et Berger le percuter à ce moment-là. Voilà. Et là, Williams s'envole très haut, elle monte à la verticale et heureusement, elle ne retombe pas à l'envers, elle retombe sur ses roues, si on peut dire, sur ce qui est resté de ses roues. Et la coque résiste absolument à l'impact formidable qu'elle a subi et Patrese en sort indemne, choqué mais indemne. Nous sommes au 43e tour de ce Grand Prix du Portugal et on revoit l'action de Johnny. Ouais, là vraiment on a peur parce que c'est effrayant. C'est effrayant, on attend, c'est pas possible, on n'ose pas le croire. Et puis quand on voit là, cette voiture qui glisse le long du rail et Ricciardo qui se lève, on est très très soulagé. Ces secondes au cours desquelles la monoplace glisse le long des rails de la ligne droite doivent paraître extrêmement longues. Regardez, c'est un miracle, elle est presque retournée, la Williams de Patrese, et elle retombe à l'endroit. Oui, elle retombe à l'endroit et elle retombe sur le côté, ce qui permet à tout l'élément de suspension d'absorber toute cette énergie. Si elle était retombée à plat, je pense que Ricciardo aurait eu certainement des problèmes avec le dos. Là, il a certainement eu un petit peu de chance dans son grand malheur, mais bon, il en mérite vraiment. Comment se concentrer ensuite sur la course après avoir vécu une chose pareille pour aider son pilote à gagner la course? De toute façon, à partir du moment où on a vu rentrer Ricciardo, pour nous, on était parfaitement soulagés. Donc Mansell, il était en position de faire une chose historique, c'est-à-dire remporter une 9e victoire. C'est ce qu'il a fait et on l'a vraiment accompagné avec le maximum de volonté jusqu'au bout. Il est fêté comme il se doit par Berger 2e et Senna 3e pour donc la 9e victoire de la saison pour Nigel Mansell, le record absolu. 29e pole position également et la 30e au total, 30e victoire de sa carrière pour Nigel Mansell.
Et surtout pour nous, la possibilité à 2 Grands Prix de la fin d'établir un nouveau record de pole position, ce qui est devenu notre objectif à partir de ce moment-là. Il fallait essayer de porter à 14 ce nombre de records de pole. On savait qu'on avait le potentiel pour le faire, que Nigel l'avait. Il fallait absolument faire ça. Et l'optimisme aussi. Regardez. L'autre objectif de Renault était de gagner à Suzuka sur le terrain d'essai de Honda. Et c'était un objectif élevé parce que le moteur Honda V12 n'a pas cessé de progresser pendant tout le courant de la saison. Il est arrivé en pleine forme à Suzuka, et certainement que les Japonais qui avaient annoncé à Monza leur intention de se retirer de la Formule 1, momentanément en tout cas, certainement que les Japonais étaient très désireux de donner à McLaren les armes pour s'imposer devant le public japonais de Suzuka. Mais les Williams Renault étaient là. Et quelles armes précisément Renault avait-elle fournies à Williams pour réaliser cet objectif? Disons qu'on avait fait des efforts sur le moteur de qualification, c'est-à-dire qu'on avait pris une bonne leçon l'année dernière, c'est-à-dire que Nigel avait perdu le titre en partie parce qu'on n'avait pas réussi à le mettre sur la première ligne l'année dernière, et on savait que c'était lors des qualifications que se jouerait une grosse part de ce Grand Prix. On a essayé de mettre à disposition de nos pilotes des moteurs évolués pour les qualifications, et ils en ont fait le meilleur usage possible. Ils étaient premier et deuxième sur la grille. Premier donc Nigel Mansell qui signe effectivement sa 14e pole position de la saison. Nicola Larini lui remplace Ivan Capelli au sein de la Scuderia Ferrari. Malheureusement il connaît des problèmes d'embrayage au départ, il partira bon dernier. Il pilote une voiture qui a une simili suspension active. Pour la première fois, Ferrari travaille depuis 2 ou 3 ans sur la suspension active, et là, la Ferrari de Larini au Grand Prix du Japon ainsi qu'en Australie était équipée d'un correcteur d'assiette. Et pour Ayrton Senna, eh bien, les choses tournent court, puisqu'il doit abandonner ce Grand Prix du Japon. Et donc eh bien, le moteur Honda se retire, celui bien entendu de Senna, se retire la tête basse sur cette terre, puisque Renault va s'imposer, va réussir cet objectif que vous avez fixé, votre président Patrick Faure, s'imposer sur les terres du géant japonais. Oui, je crois que ça lui a un peu évité d'être humilié, je crois, quelque part, Ayrton Senna, de devoir s'arrêter. C'était clair qu'il n'y avait personne pour suivre Nigel Mansell là-bas, que Ricardo Patrese se présentait vraiment comme son dauphin et comme la personne pour terminer devant les McLaren. Donc c'est un peu dommage effectivement pour Honda d'avoir ces incidents, mais c'est partie de la course. Alors encore un incident entre les deux Venturi de l'écurie Larousse. On a vu tout à l'heure des images au Grand Prix du Canada où Gachot harponne Katayama, et il fait pareil au Japon, maladresse du franco-belge. Et là c'est l'abandon de Mansell qui venait de céder la première place à Patrese comme il l'a fait à Monza. Et de nouveau ce geste chevaleresque ne lui a pas porté bonheur, puisque là cette fois c'est son moteur, une fois n'est pas coutume, Denis, qui l'a trahi. Oui, c'est bon, comme disait Nigel à la fin de la course quand il est revenu, il dit de toute façon c'est la première fois de la saison que ça m'arrive, je me suis bien amusé, c'était le principal, c'est vraiment un régal cette course, donc il nous reste l'Australie pour bien finir. Et surtout Ricardo Patrese remportait enfin un Grand Prix cette année, lui qui le méritait tant, et il se trouvait que c'était au Japon, c'est-à-dire que pour Renault ça avait une vocation de revanche et de démonstration de savoir-faire qui était particulièrement gratifiant. Ça c'est fort aussi de la part de Patrese, 15 jours après avoir été accidenté comme on l'a vu au Portugal, il remporte le Grand Prix du Japon, faut le faire. Voilà, c'est ça, je crois que c'est tout ça qui fait qu'il mérite un très très grand coup de chapeau. Ricardo Patrese donc qui s'impose pour la première fois en 92, félicité comme il se doit par son champion du monde de coéquipier Nigel Mansell. Le deuxième c'est Gerhard Berger, 3 Martin Brundle qui une nouvelle fois à bord de sa Veloce Benetton Ford monte sur le podium. Très belle image. Oui, je crois que c'est un peu une image symbole de cette année et de l'entente qui a régné entre nos deux pilotes. Et à noter donc le premier point en Formule 1 de Christian Fittipaldi, le jeune Brésilien. Et la joie immense de Ricardo Patrese. Really, also if they were easy, they were not so easy in the head, the last 6-7 laps. Est-ce qu'il n'a pas souffert un petit peu, Ricardo, lorsque Mansell lui laissait le commandement d'un Grand Prix? Il ne se sentait pas un petit peu humilié quand même?
Non, je pense pas. C'est-à-dire, faut voir comment c'est fait. Ça a été bien fait. Et puis c'était vraiment fait parce que quelque part, Ricciardo avait fait preuve de beaucoup d'élégance en certaines autres occasions. Et c'était pas vraiment un cadeau comme Senna avait pu faire à Berger l'année dernière, s'arrêter à 100 mètres de la ligne. Il y avait une autre manière. C'était vraiment autre chose. Alors là, vous avez aperçu des kangourous, des koalas et de superbes créatures. Nous sommes en Australie pour le 16e et ultime Grand Prix de cette saison 92. Avec en fait ici la 14e pole de Nigel Mansell. On a aperçu également 2 champions motocyclistes, Barry Sheene qui est commentateur maintenant pour la télévision et Wayne Gardner qui a piloté une Lotus au cours de 2 tours sur le circuit d'Adélaïde le dimanche matin. Donc de là à supposer que Wayne Gardner voudrait comme l'ont fait avant lui John Surtees ou Alberto Ascari ou Jean-Pierre Beltoise, abandonner la carrière de pilote motocycliste pour devenir pilote automobile, c'est pas impossible. Vous qui êtes un fan de moto, Denis Chevrier, vous ne voudriez pas travailler avec Gardner s'il frappe à votre porte? Vous savez, je suis loin d'être en mesure de décider du pilote, donc on ne connaît pas le deuxième pilote Williams. Je pense pas que ce soit Gardner. On parle de plus en plus de Mika Hakkinen. Oui, on en parle, mais honnêtement, on n'en sait rien. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit le meilleur possible et qu'il s'entende très bien avec Alain Prost. Est-ce que c'est pas un petit peu déstabilisant pour les pilotes et puis décevant aussi pour les spectateurs de devoir en fait attendre presque le début de la saison suivante pour savoir de quoi la Formule 1 en 93 sera faite? Qui pilotera quelle voiture? Ça, c'est pas tellement à moi de juger, c'est-à-dire qu'on a une place un peu particulière dans la Formule 1 qui est essayer de faire techniquement les plus belles choses. Le côté spectacle, je crois que ce qui compte, c'est ce que les pilotes qui se présenteront sur la première grille seront à même d'offrir. Qu'on sache maintenant ou qu'on puisse hypothéquer si ça se passera entre un tel ou un tel, c'est peut-être pas très important. Je pense qu'il vaut mieux pouvoir se régaler au premier Grand Prix de l'année prochaine de belles images. C'est surtout ce que je souhaite. Alors là, comme un symbole, en première ligne, on avait Nigel Mansell et Ayrton Senna, le nouveau et l'ancien champion du monde de Formule 1, qui vont en découdre dès le début de ce Grand Prix d'Australie, tandis que dès le premier tour, eh bien, Olivier Grouillard, Pierluigi Martini et Michele Alboreto sont contraints à l'abandon. Ici, première tentative de débordement d'Ayrton Senna qui loupe son freinage et du coup, eh bien, Nigel Mansell reprend la tête. Oui, c'était assez typique quand Ayrton pouvait suivre Nigel en tout début de course. C'était au tout début qu'il essayait quelque chose parce que c'était un peu une sorte de va-tout, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il essaye ou de faire craquer Nigel ou de trouver une ouverture. Là, c'était encore le cas. Il s'est attaqué beaucoup plus longtemps à Nigel que d'habitude parce que la course d'Adélaïde est une course très longue, très difficile pour les mécaniques, les boîtes, pour les pneus, etc. Et Nigel menait vraiment sa course pour finir. Il n'avait pas prévu de changer de pneus, etc. Donc il menait vraiment une course pour aller au bout des 82 tours. Et puis bon, et ça s'est passé comme on vient de le voir. Et puis arrive donc ce fameux 18e tour. L'accrochage entre Nigel Mansell et Ayrton Senna. Et du coup, eh bien, dans le stand de Williams-Renault, on en a failli éteindre son moniteur. On revoit l'action. Alors qu'est-ce qui se passe? La freinage manqué de la part d'Ayrton Senna, freinage trop appuyé de la part de Nigel Mansell, faute partagée. Je crois que je serais beaucoup trop partial dans mes commentaires, donc je préfère demander à Johnny ce qu'il en pense lui. Je crois que Mansell a éprouvé des ennuis pour dépasser Larini. Ce tour-là, il prenait un tour à Larini. Et alors qu'au tour précédent, il comptait 1,5 secondes d'avance sur Senna au passage devant les stands, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Larini dans l'épingle Adélaïde, Senna était sur les talons de Mansell qui a dû être un petit peu troublé par la Ferrari, ne pas pouvoir la dépasser comme il l'espérait. Et là, il a été un petit peu désorienté par ce qui se passait. Et on l'a vu dans les virages qui suivaient l'épingle d'Adélaïde. La Williams n'était pas à son sommet, elle était lente. Et Senna, derrière, l'a talonné de très près. Et je pense que Mansell, en l'occurrence, était un peu déstabilisé, quoi. Il jugeait pas très bien de ce qu'il faisait et il a dû freiner un peu plus tôt que d'habitude, alors que Senna, lui, devait essayer de freiner un peu plus tard que d'habitude, peut-être pour essayer de piquer Mansell au freinage, et ce qui a déclenché la collision entre les deux autos. Mais de là à dire l'un est plus fautif que l'autre, moi je n'ai pas l'habitude de dire ça, c'est la course, on essaie de se bagarrer et en général quand il y a des collisions comme ça, j'aime bien dire que chacun y est pour quelque chose, ça fait 50-50. Malheureusement, Riccardo Patrese, qui donc à la faveur de cette collision avait pris la tête de ce Grand Prix,
eh bien, doit se retirer à son tour au 50e des 81 tours. Ricardo Patrese donc abandonne ce dernier Grand Prix. Il se finit en eau de boudin pour l'écurie Williams-Renault. Oui, enfin en autre boudin, je crois qu'il faut quand même, je crois qu'il y a beaucoup d'autres équipes qui ont participé à ce championnat, qui auraient aimé faire une saison de rêve comme ça, et même si elle se termine un peu mal, on sait tous techniquement à quel point c'est difficile. Bon, je crois que ça c'est une image, Nigel était en tête de la course, Ricardo est incidenté. C'est pas un drame sur la Formule 1, c'est dommage, mais c'est tout. Du coup, Berger donc s'impose pour la deuxième fois en Australie. Il rejoint Alain Prost, victorieux en 86 et 88, devant un formidable Michael Schumacher qui a animé toute la deuxième partie de la course et qui termine à moins d'une seconde au classement du championnat du monde des pilotes. Donc Mansell devant Patrese qui sauve de 3 petits points sa place de dauphin devant Michael Schumacher, et Ayrton Senna seulement 4e avec 50 points au classement des constructeurs. Williams Renault loin devant McLaren Honda 99 points et Benetton Ford 91. La déroute entre guillemets, parce que là aussi beaucoup d'écuries voudraient se trouver à la place de McLaren Honda, la déroute de l'écurie de Ron Dennis a failli être totale, puisque Benetton Ford a même failli la précéder donc en fin de saison. Oui, et pour en revenir à l'incident de Ricardo, je peux vous assurer à quel point il était content de sa deuxième place, était loin de mettre la mélancolie dans le stand Williams au soir de Grand Prix d'Australie, parce qu'il faisait vraiment très plaisir à voir. Denis Chevrier, j'ai envie de vous demander les enseignements que vous tirez de cette saison 92. Les enseignements, bon, c'est que à force de travail, je crois, avec un partenaire qui était Williams, avec des bons pilotes, eh bien, Renault est arrivé à être champion du monde, et je crois que pour moi, ce sera vraiment ce qu'il faudra en retenir. Vous êtes optimiste pour 93? Vous serez là en 93? J'espère, oui. On vous le souhaite en attendant, avec beaucoup de succès également. Johnny Reeve, vous, quels sont les enseignements que vous retirez de cette saison? Les enseignements, c'est que Williams Renault a dominé la saison comme d'autres grandes écuries l'ont fait avant elle. C'était du très très haut niveau. Et cela ne veut pas dire du tout qu'en 93 ce sera la même chose. On se souvient que Ferrari, après son retour au sommet en 90, où Prost avait failli battre Senna au championnat du monde, Ferrari avait connu un creux de la vague terrible en 91. Donc là, qui nous dit que Williams dominera l'année prochaine autant qu'ils ont dominé cette année? Beaucoup d'autres écuries vont arriver avec des suspensions actives. Ferrari travaille sur de nouveaux châssis, etc. Toute l'incertitude est totale, quoi. Il faut encore gagner des courses, repartir de zéro, et on attend ça avec impatience. Eh bien, on attend effectivement le début de cette saison 93 avec impatience. Ce sera, si tout va bien, le 14 mars à Kyalami, en Afrique du Sud. Et puis, on vous retrouvera avec plaisir tous les jours dans les colonnes de l'équipe. Johnny Reeve. Merci. Donc, pour vos articles sur cette Formule 1, vous restez avec nous sur Eurosport, parce qu'on va revivre quelques-uns des Grands Prix dans les conditions du direct, les jours donc où se diffusaient les Grands Prix, notamment ce Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Belgique. Merci Denis Chevrier, merci Johnny Reeve, et à bientôt. Merci à vous.